veux être un body, bah arrête de te branler. Tu vas être un bon body, arrête de te branler. Tu auras peut-être plus de dopamine. Si t'es stupide et que tu fais du body, t'arrêtes. Ah, ça commence bien. Bon. Ça commence bien. Bienvenue à tous. Bienvenue, bonjour tout le monde. Je vais prendre une voix douce et sensuelle, Ah, il- puisqu'apparemment ça vous plaît. Il paraît que t'as une voix sensuelle, il J'ai paraît. une voix très sensuelle. Donc là, vous êtes chez FDP. Ouais, le premier épisode de la série FDP. Donc, est-ce qu'on donne pour commencer le ton et est-ce qu'on dit exactement ce que ça veut dire ou on leur laisse deviner ce que c'est? On va vous laisser deviner premier épisode en commentaire. FDP. Quelle est la signification de FDP à Quelle votre est la avis? signification À votre avis, quelle est-elle? On va se marrer. Celui qui trouve la bonne réponse du premier coup gagne un an de coaching avec Anto. Ouais, d'accord, ok. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Vas-y, carré, ça part direct. Bon, quel est le but de ce podcast, Anto? Je bois un café, il arrive. Fais un petit bruit là. Voilà, exactement. Non, en fait, le but du podcast, c'était pas forcément de faire un truc qui était trop formalisé, trop. On a un plan avec ça. Donc pour ceux qui ont vu, on a fait une sorte en fait un peu de questions de stickers avec des questions sur Instagram. Et on a vu en fait qu'à chaque fois, il y avait très souvent une thématique qui revenait plus ou moins, tu sais, en fonction des personnes, qui était bien sûr formulée différemment, mais à chaque fois, ça revient toujours plus ou moins dans le même sujet et c'est tout le temps la même direction qui est prise. Donc en fait, ce qu'on voulait faire tout simplement, c'est vous proposer un contenu où on discute, lui et moi, comme on fait régulièrement, quand on se voit pour prendre un café ou quand on se call ou quoi, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on abordait des sujets hyper intéressants, que ce soit par rapport à la prépa, à la physio, la nutrition, l'entraînement, supplémentation, chimie, etc., etc. Et en fait, on se dit que ça pourrait être intéressant pour vous de voir ça, parce que lui, il a vraiment ce côté pratique, terrain, prépa. Moi, j'ai ce côté pratique, mais plus d'un point de vue physio pur, où je récupère des athlètes qui ont été fracassés par la chimie, ou des personnes qui ont des problématiques de santé de manière générale. Et toi, tu as vraiment le côté bodybuilder. Est-ce que tu un bodybuilder où du coup, toi, tu as tout l'aspect prépa, nutrition, entraînement, chimie et tout ce qui va avec. Donc, en fait, ça nous a paru intéressant de vous proposer un format comme ça. Donc, encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, si ça vous plaît, d'autres épisodes viendront et on ajustera le tir au fur et à mesure, quoi. Voilà, simplement. Surtout que sur ce premier épisode, on va parler principalement du coup de préparation physique. Alors il y a autant de questions que ce soit sur la partie naturelle que non naturelle aujourd'hui. Et on en profite pour partir sur ce sujet-là, car mine de rien, c'est quand même un sujet qui va constamment revenir sur la partie physio. Si on était parti sur l'entraînement pour un premier sujet, bien sûr qu'il y a la partie physio qui va rentrer en jeu. C'est vrai que tu as une voix qui est hyper sensuelle. Mais quand même un petit peu moins. C'est vrai que le mec... Parce que si vous n'avez pas vu ses vidéos, je suis allé voir une de ses vidéos et dans un commentaire, il y a un mec qui dit qu'il a une voix hyper sensuelle. C'est vrai que tu as une voix qui est hyper sensuelle, mon gars. Hyper posée. Putain, c'est ouf. Et tu crois que... Mais je pense que les gens aiment bien. Quand je fais les gens aiment bien m'écouter. T'as déjà essayé l'ASMR? Non. Franchement, je pourrais. Ah ouais? Je suis sûr que je peux faire un truc. Hein. Je vais faire des petits bruits. Bon. En vrai, je sais pas s'il y en a, tu sais, genre, tu sais, des comptes comme ça, spécial ASMR pour la voix. Et genre, tu sais, OnlyFans version voix. Il y a ça? Mais bien sûr que ça doit exister. Ah ouais? C'est sûr. Et tu sais que la dernière fois, je regardais une vidéo, il y a tellement de... Un téléphone rose. Non, pas ça. Il y a tellement de dérives de l'ASMR, des trucs que je savais même pas, tu sais, genre, juste par rapport à des sons particuliers et tout, et c'est ouf, en vrai. C'est ouf. Je vais m'enseigner. En vrai, t'as une voix d'ASMR, gros. Et arrête le coaching, mon gars. Arrête le coaching. Vas-y, go, hein. Go direct à ASMR, mon gars, je te le dis direct. Hein. Franchement, on va faire ça, je pense. Hein. Vas-y. Bon, en tout cas, pour ce premier sujet, la FAQ a été quand même relativement bien chargée, bien fournie. Ça, c'est cool. Donc, merci à tous déjà pour vos questions. Il y en a quand même un paquet, je dirais bien au moins une vingtaine qui vont être traitées aujourd'hui dans cette discussion-là. Et dans tous les cas, comme on vous le disait, ça va quand même arriver de manière assez naturelle puisqu'on a beaucoup de sujets de discussion qui reviennent tout le temps sur la table. Et même si on se voit tous les 3 à 6 mois, à chaque fois qu'on se voit, on a les mêmes sujets de discussion parce qu'on a, alors, dans des cas de figure différents, mais c'est des sujets de discussion qu'on revoit toujours, mais à répétition. C'est vrai. Et je pense que ça manque quand même la plupart du temps de compréhension de la part des athlètes et peut-être un petit peu de connaissances avant de pouvoir se lancer dans des préparations. Et il y a énormément de facteurs qui vont rentrer en jeu à ce niveau-là. On peut en citer plusieurs. Il n'y a pas que la physio, il n'y a pas que la chimie. Exactement. Il y en a énormément d'autres. Je ne sais pas si tu peux nous en citer quelques-uns qui, toi, en tout cas, tu remarques reviennent très fréquemment et qui sont impactants
autre que ces deux-là? Par rapport aux gens qu'on peut avoir en suivi, par exemple, etc. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la physiologie, c'est quelque chose qui est... Ça fonctionne de la manière vraiment, et je vous promets que autant des fois on a vraiment besoin, tu sais, d'intellectualiser les choses, autant des fois il faut vraiment, je pense, revenir aux bases et se dire qu'en fait, au final, la physiologie fonctionne dans sa finalité de la manière la plus simple qui soit, mais c'est toute cette simplicité qui, en réalité, va lui donner toute sa complexité. Parce que tu as tellement de systèmes, tu sais, qui vont s'imbriquer les uns avec les autres, qui fait que quand tu as une problématique, par exemple, toi, au niveau de tes athlètes, une problématique de fatigue, tu vois une polyglobulie, tu vois une aromatisation excessive, moi je peux voir des problèmes digestifs et autres. En fait, c'est toujours en fait un ensemble de systèmes qui doit être pris en compte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous voulez travailler sur une problématique, c'est toujours ce système-là, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui va faire qu'on va arriver à améliorer cette problématique. Et pourquoi ça? Parce que quand vous avez une problématique de santé, c'est toujours pareil, même principe, mais dans le sens inverse, ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui va vous entraîner en fait sur le terrain de santé que vous connaissez ou alors le terrain de santé auquel vous êtes prédisposé. Donc moi, la première chose que je constate, et ça je pense que tu vas me rejoindre là-dessus parce que en plus on en parlait, c'est combien de personnes je vois en suivi qui arrivent, et même toi de ton côté je pense, qui mangent quasiment rien. Mais la physiologie est quelque chose, le métabolisme est quelque chose qui va vous demander de la calorie. Un métabolisme qui n'a pas de calories, mais vraiment j'insiste, hein, qui n'a pas de calories pour fonctionner, c'est un métabolisme qui n'est pas intéressant, qu'on ne pourra pas vraiment manipuler, on ne pourra pas l'amener du point A au point B, et qui sera extrêmement difficile. Ça sera très difficile il sera très, très peu malléable, et ça sera très compliqué pour nous d'arriver à le gérer. Toi. Je pense que tu le vois, non? Sur les... Je dirais que c'est probablement, j'allais dire, la seconde problématique en général qu'on a quand il y a un athlète qui arrive. La première, on y reviendra juste après dessus, mais j'aurais mis le stress et l'environnement en premier. Surtout quand on parle de préparation, parce que qui dit préparation dit coût financier important. Oui. Donc ça fait quand même aussi partie de cette case stress. On va se la garder pour tout à l'heure, parce que je pense qu'Antoine, on a gros sur la patate à ce niveau-là. Le stress, c'est la maladie. Hein, vraiment, c'est son sujet préféré. Mais par contre, concernant les calories, justement, c'est ce que je mettrais en numéro 1, numéro 2 dans ce cas-là. Simplement parce qu'il y a tellement de choses qui seront manipulables grâce à ça, que vous avez dans tous les cas besoin d'un point de départ qui soit optimal. Alors, bien entendu, optimal, il y a énormément de cas de figure qui vont rentrer en jeu, différents cas de figure, du contexte aussi qui va rentrer en jeu, et potentiellement avoir peut-être que 2500 calories pour une femme en mois numéro 1 est optimal, et peut-être que, contexte changeant sur les 6 mois, 8 mois, 12 mois à venir, peut-être qu'à ce stade-là, on aura 3000, 3200 kilocalories comme diète optimale. À ce moment-là, il y a quand même énormément de choses qui vont rentrer en jeu, notamment dans la dépense énergétique. Mais ce qui est sûr, c'est que commencer une préparation avec des calories qui sont basses et un poids stable, c'est quand même quelque chose de très problématique, sachant qu'on aura déjà potentiellement des soucis physiologiques qui seront, en tout cas qui se seront adaptés à cette diète-là et qui vont du coup forcément nous limiter à terme. Le premier, en général, étant le plus important, c'est la quantité de glucides que l'on consomme de manière journalière. Si un coach n'a pas de marge de manœuvre ici, ça va être compliqué de descendre en dessous de 0. Et le nombre de problématiques que vous allez vous prendre revers dans la tronche lorsque vous allez commencer à descendre relativement bas, la plupart du temps, déjà, quand on commence à avoir du 100-150 grammes de glucides par jour sur un athlète qui s'entraîne dur, 4 à 6 fois par semaine, qui fait entre 3 et 7 séances de cardio par semaine, et qui a une dépense énergétique plus ou moins importante, la plupart du temps, déjà quand vous arrivez en dessous de ces totaux, en termes de glucides, je ne parle même pas de calories journalières, la plupart du temps, vous avez déjà des problématiques qui vont arriver à ce niveau-là. C'est quelle catégorie, toi, de ton côté, que tu constates où genre vraiment, à chaque fois, tu as le moins de cas? C'est le bikini, non, j'imagine. Combien de bikini tu dois avoir pour celles que tu as préparées et que tu prépares peut-être actuellement, où tu vois qu'elles sont à peine à 1500 cas avant de démarrer une prépa? Franchement, je dirais, je crois que ça m'est arrivé une seule fois. 2 fois de récup. Ça m'est arrivé que 2 fois. Moi j'aurais dit plus que ça, parce que comme tu sais, en général, les femmes consomment moins de calories de manière générale que les hommes. Justement, ça m'est arrivé 2 fois de récupérer des filles qui mangeaient bien. Ah d'accord, pardon. 2 fois, j'ai les deux en tête. Je me disais, c'est trop beau. J'ai les deux en tête, ça m'est arrivé que 2 fois sur... je sais pas, mais je pense que si on fait le total, en tout cas, c'est entre 3 et 5%. Quoi. Ouais, c'est des cas très rares. Quoi. Ouais. La plupart du temps, on est entre 1200 et 1500 kilocalories journalières avec du cardio. Ouais. Sauf que, justement, c'est dans des profils où vous avez des calories de départ qui sont hautes,
que vous pouvez travailler là-dessus. Et ça m'est même arrivé encore cette année de commencer une prépa avec une fille qui mangeait. Quand je dis relativement bien, c'est un début de prépa aux alentours des 2800 cales. Quand vous avez une fille qui va arriver avec un poids de corps entre 46 et 48 kilos, Oui. 2800 cales, c'est quand même relativement correct. C'est correct, hein. C'est confortable. C'est confortable. Ouais. On avait un NEAT qui était élevé naturellement, donc ça c'était un gros plus. Quelqu'un qui travaille, qui n'a pas besoin de voiture, qui travaille en ville, donc qui se déplace énormément, qui a un boulot qui est actif en journée. Donc forcément, c'est vrai que c'était quand même du confort aussi, on va pas se mentir. J'aurais peut-être eu un 2200, 2300 cales sinon. Mais ce 2800 nous a quand même permis de finir dans une condition qui était, quand je dis extrême, pour la catégorie bikini. Donc, une bonne condition, quoi. Très bonne condition. Le corps est à l'aise, physiologiquement, etc. quoi. Alors, physiologiquement, je dirais... t'es plus confort avec... Oui, ici, je mettais plus confort avec 2200, 2300 en fin de prépa que à taper un 900 comme certains on peut voir parfois. Ben justement, on a quand même terminé la prépa aux alentours des 1500. Donc, on passe quand même de 2800 à 1500. C'est des prépas qui sont en plus de ça très longues. On reviendra après sur la durée des prépas et pourquoi est-ce que les prépas doivent être longues sur ces catégories. Mais même en partant de 2800, on a fini à 1500. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu pars de 2800 pour arriver à 1500. Mais imagine, tu avais commencé à 1800. Il est là le problème. Oui, voilà. C'est qu'en fait, si je commence à 1800, la plupart du temps, déjà, quand je passe sous les 1500, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, en général, ça ralentit tellement. Il y a tellement de fatigue en plus de ça qui est générée. Le corps devient capricieux. C'est dur d'analyser les bilans parce qu'on a de plus en plus de rétention d'eau. Bien sûr. Donc, même le look est souvent faussé. À ce stade, il suffit que vous ayez une athlète, dans ce cas-là, qui se retrouve week-end de repos. Vous lui stoppez son cardio, vous la faites manger un petit peu, pour peu qu'elle se fasse masser 1 ou 2 fois, ou je sais rien, week-end balnéothérapie ou peu importe. Des fois, vous voyez des 3-4 kilos qui partent en l'espace de 2 jours. Quand vous vous rendez compte, justement, tout le stress, la flotte, bien sûr. La rétention d'eau qui est accumulée par la fatigue. Et on parle de 1200 cales par jour, hein, parce qu'on en a vu à 600, 700. Ah ouais, là, il n'y a pas longtemps, j'ai récupéré. Bon, après, c'est pas du tout contexte compétiteur, mais aujourd'hui, le problème, et ça, je pense que dans le monde du body, ils doivent être quand même pas mal touchés aussi, ça je pense que tu le confirmeras, c'est qu'aujourd'hui, la pratique du body, d'un point de vue alimentation et relation avec l'alimentation, c'est pas sain. Ça, c'est pas sain. En plus de ça, les réseaux sociaux qui sont constamment en train de nous dire un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour ça tu peux, après tu peux pas, parce que si, parce que ça, etc. Moi, je me rends compte que les gens sont complètement perdus, et même à tel point que, et ça peut-être qu'aussi que tu le confirmeras, que la plupart des coachs, parce que toi, on fait des consultations régulièrement, et ça, je le vois que même les praticiens de santé qui sont censés vous aider pour aller du point A au point B, peu importe que ce soit pour prépa ou pas de prépa, eux-mêmes sont complètement perdus de leur côté sur ce qui doit être mangé en termes de quantité, en termes de ci, en termes de ça. Combien de fois on entend ne mangez pas de sucre, ou si vous avez des fatigues en postprandial, c'est parce que vous avez consommé trop de carbs, machin. Mais putain, mais foutez-vous en l'air, quoi. Mais, mais barrez-vous de... Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça vraiment je le dis, mais putain, mais je sais pas, mais quand vous dites quelque chose comme ça, mais prenez une porte dans la tronche, quoi, parce que c'est pas possible de raconter autant de conneries. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps ne peut pas s'exprimer comme moi je vous parle ou comme Antonin vous parle. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, il va s'exprimer, tu sais, au travers d'une certaine symptomatique. Et cette symptomatique-là, il faut apprendre à l'écouter, il faut apprendre à l'interpréter. Et si le corps s'exprime comme ça, c'est qu'il a une raison de le faire. Il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, votre corps il arrive et il pète les plombs et ciao, bisous, il vous emmène dans des situations physiopathologiques ou de santé qui peuvent être complexes à gérer. Si votre corps agit comme ça, c'est parce qu'il a une raison de le faire. Vraiment, vraiment. Et ça, le problème, c'est que je pense c'est quelque chose qu'on n'écoute plus forcément aujourd'hui. Bon, je prends un petit aparté, mais dans notre exemple là, nous, on travaille beaucoup, tu vois. Quand on est fatigué, mais au lieu d'aller se reposer, qu'est-ce qu'on fait? On continue de travailler. Et indirectement, par exemple, la fatigue, c'est quoi? Autant la fatigue est quelque chose c'est vraiment, je pense, la symptomatique qui est la plus présente, parce que dès qu'on dort pas trop, dès qu'on a une embrouille avec son conjoint ou sa conjointe, dès qu'au niveau pro, c'est pas trop ça, etc. Bref, la fatigue est vraiment la première chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la fatigue, en fait, c'est simplement le fait que le corps va nous exprimer, le fait qu'en fait, il n'est plus en mesure, ou du moins, il n'a plus la capacité à faire ce qu'on attend de lui dans la vie de tous les jours, de par le fait qu'il y a un manque d'énergie qui pourrait lui permettre de faire ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout part de là dans la plupart des problématiques, et c'est là en fait où ça rejoint ce que tu disais sur le total de cales, c'est que si vous démarrez entre démarrer une prépa à 1800 cales et démarrer une prépa à 2800 cales, la marge de manœuvre que vous avez quand on démarre à 2800 cales, en comparaison des 1800 cales, elle va être beaucoup plus importante, et indirectement la fatigue à long terme, et ça je pense que c'est quelque chose qui va rejoindre le point 1 peut-être que tu voulais mentionner,
sur le stress, etc. La gestion de la fatigue, et je pense, probablement fait partie du top 3 de la principale, de ce dont le préparateur, de ce à quoi le préparateur doit faire attention, parce que ça va conditionner tellement de choses, en fait, indirectement, que si vous démarrez avec un total de cal qui est trop bas, je vous le dis, hein, ça va être abominable, quoi. Il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir là-dessus. La première, déjà, parce qu'on parle de préparation physique. Donc ici, on va parler de compétition, à la différence d'une pratique lifestyle hors compétitive. Et il y a quand même quelque chose qui est important à relever, c'est que le niveau d'exigence du coach est quand même bien différent du niveau d'exigence d'un pratiquant lifestyle. Là-dessus, pour ceux en tout cas qui débutent la préparation et qui ont du coup une grosse majorité d'athlètes en général qu'on appelle first timers dans les compétitions, qui vont faire leur première compétition. Les premiers pas, c'est ça ? Premiers pas aussi. Alors maintenant en plus tu as plusieurs catégories. T'as les premiers pas, c'est la première. Les first timers, c'est dans les 3 premières, etc. Bon, dissocier les catégories. Ouais. Faire de l'inscription. Moula. Il faut bien payer l'abonnement OnlyFans, les gars. Ça. Et là, justement, tu fais la diff entre les deux. Ouais. Quand tu as un athlète qui a 1, 2, 3, 4, 5 saisons dans les pattes, qui a 10 ans d'expérience, tu as aussi des gens qui sont beaucoup plus... c'est quoi le mot en français Vas-y, concentre-toi, ça va bien se passer. Regimented. Quoi ? Oh, l'accent du... Ah ben, attends. C'est quoi ? À Dubaï. Vas-y. Des athlètes qui sont cadrés, qui suivent leur plan, qui suivent leur diète, qui font leur cardio correctement, etc. Ils sont committed. Genre, c'est qu'ils sont... C'est lui qui parle d'accent. Qui sont, oui... Donc, du coup, on a des athlètes qui sont super committed. Ouais. Et du coup... Disciplinés, qui sont... Disciplinés. Putain, j'ai plus le nom. Attends, je vais chercher. J'ai plus le truc. Vas-y, continue, j'arrive. Bon. Et du coup, vous avez ces athlètes-là qui sont committed. J'arrive, vas-y, j'arrive. Suivent le plan à la lettre, à la différence d'athlètes amateurs. Et forcément, en tant que coach, vous avez aussi beaucoup plus de cartes en main sur X mois, années de travail en amont de la compétition. Parce qu'une préparation de compétition, la plupart du temps, ça peut aller jusqu'à 1 an en termes de deadline avant. On y reviendra après. C'est un sujet qui est super intéressant. Engagé. Voilà. Ça peut le faire. C'était pas celui que j'avais en tête, mais on va dire engagé. Moi non plus, mais translate dit engagé. Voilà. Okay. Mais on a compris. Et du coup, quand vous avez des athlètes qui suivent leur plan à la lettre, où il n'y a pas de craquage sur la nourriture, il n'y a pas d'excès, etc., il est vrai que c'est aussi beaucoup plus simple pour le coach de pouvoir travailler efficacement. Parce qu'en plus de ça, quand vous avez des athlètes qui ne suivent pas le plan, je vous le dis, dans 99,9% des cas, vous aurez beau creuser pour essayer de le savoir, vous en serez souvent persuadé que le plan n'est pas suivi, mais l'athlète ne vous le dira jamais. Ou en tout cas, c'est très, très, très rare. Et c'est là où je le vois, parce que depuis la saison dernière, je n'ai plus ou quasiment plus que des athlètes qui suivent leur plan. Et je le vois, parce que c'est des gars qui sont sérieux hors saison, c'est des gars qui sont sérieux dans leur phase de cruise avant les prépas, pour ceux qui sont pas natis, c'est des gars qui sont sérieux en prépa, et c'est des gars qui commencent les prépas en étant secs. C'est des gars qui commencent les prépas, j'ai regardé les diètes là, avant d'arriver, des gars qui commencent les prépas, j'en ai aucun en dessous de 580 grammes de glucides. Carré, mon chef. Tous secs avec des abdos. Donc forcément, quand vous commencez une prépa, vous avez quasiment 1,5 fois plus de temps que ce qui est déjà prévu initialement pour faire une prépa dans de bonnes conditions. Vous prenez de la marge de manœuvre, vous avez des calories à disposition, vous avez des athlètes qui ne font pas ou peu de cardio. Là, ceux que j'ai qui font du cardio, on parle de 30 minutes par jour pour des gens qui ont un niveau d'activité qui est faible. Donc c'est-à-dire en soi 3 fois rien. Il n'y a pas de fatigue associée. Je traque leur sommeil. Il y reviendra aussi plus tard. On parle de 7, 8, 9 heures de sommeil pour tous. On ne parle pas de 4, 5, 6 heures de sommeil. Faites une prépa avec 4 heures de sommeil et je vous garantis que vous n'irez pas jusqu'au bout. Bien sûr. Ou en tout cas pas en condition. Ça, c'est clair, net et précis. Votre coach n'est pas magicien, ça ne passera pas. Et donc forcément, quand tu as des gars comme ça qui sont sérieux, mais des mois et des mois et des mois avant, bizarrement, tu t'enlèves 90% des problématiques physio qu'on va toujours rencontrer quand vous vous retrouvez, cas classique, vous m'excuserez pour celles qui se sentiront visées, avec des bikinis qui ne suivent pas leur plan. Alors, attention, je ne sais pas pour vous jeter la pierre, mais forcément, si au bout d'un moment, votre coach est obligé de descendre à 800, 1000, 1200 cals pour compenser indirectement les 2000, 3000, 4000 kilocalories que vous allez ajouter dans votre diète lissée sur la semaine, quand ce même coach vous a demandé plusieurs fois si vous suivez votre plan, que vous répétez à chaque fois que le plan est suivi à la lettre, que le cardio monte, le cardio monte, le cardio monte. On vous demande si la fatigue, en tout cas, est croissante. Vous répétez que non, parce que vous avez peur, justement, qu'il y ait une diminution sur ce cardio, une augmentation sur la nourriture.
Et forcément, il y a un mix qui fait que dans cette incompréhension-là, vous ne pourrez jamais atteindre une condition optimale, ou en tout cas très compliquée. Et si vous venez même à atteindre une condition optimale, ce qui m'est déjà arrivé avec certaines personnes qui ne suivaient pas leur plan, de quand même avoir un joli physique à l'arrivée. Bon, on n'est pas à 100%, on est peut-être à 70, 80. Le post-compétition derrière est à chaque fois, dans 100% des cas, catastrophique. C'est des plus 10, plus 15, plus 20 kilos. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, le coach a une part de responsabilité peut-être, parce qu'il y a aussi des situations où je me suis dit que j'aurais peut-être dû couper cette prépa-là, même si j'avais pas les données factuelles. Ouais, mais après, je pense que tu as forcément aussi l'expérience qui vient un peu, parce que tu sais, quand tu démarres au début en tant que préparateur, au début, et même c'est pareil pour moi, au début quand j'ai mes premiers cas physio, mais aujourd'hui je me rends compte que avec les personnes que j'en suis, c'est pas que je veux être un con ou quoi, c'est juste qu'en fait, je pense que, et sur ça tu me rejoindras, mais on est dur et on est juste en fait. Parce que des fois, notre boulot c'est de dire quand c'est bon, mais notre boulot c'est aussi de dire quand c'est pas bon. Et très souvent, et en plus, je sais pas si tu le fais, mais moi en fait ce que j'ai fait c'est que, parce qu'on sait très bien que les gens ont... En plus, toi, je pense que c'est fortement accentué par la prépa, la fatigue, donc forcément les gens sont un peu plus sensibles, un peu plus émotionnels dans le truc. À chaque fois que je démarre un suivi, j'ai un vocal préenregistré que j'envoie où je répète et je l'envoie vraiment régulièrement tout au long du suivi pour rappeler certaines choses, que ce que l'on vous dit en tant que coach, en tant que préparateur, vous ne devez pas le prendre personnellement. Parce qu'on n'est pas là. Alors, il y a des coachs qui fonctionnent comme ça et ça, je vous le laisse. Chacun son. Voilà, mais en tout cas, lui et moi, c'est pas du tout notre façon de faire les choses, c'est pas forcément notre éthique en tout cas par rapport à ça. Un coach n'est pas là pour vous rabaisser. Un coach n'est pas là pour vous critiquer. Un coach n'est pas là pour vous juger. Un coach est objectif par rapport à vous. Parce qu'en fait, de lui à vous, il n'y a pas d'affect. Le problème, c'est que vous, de par votre situation, et puisque ça vous concerne, et encore une fois, c'est tout à fait normal, et ça, je pense que tu le rejoindras aussi, vous allez toujours avoir un point de vue qui est subjectif, qui va être guidé par l'émotionnel. Et à ça, vous ajoutez la fatigue avec la prépa, le manque de calories, le fait que vous alliez par exemple constamment regarder vos compétiteurs, vos concurrents, concurrentes sur les réseaux sociaux, le fait que les gens vous fassent constamment des réflexions, même si de leur point de vue, c'est pas forcément pour vous descendre ou quoi, mais on sait très bien que des fois les gens ont un peu un manque de tact, et aussi quand il y a la fatigue, il y a tout qui est un peu accentué dans l'interprétation des choses, etc. Bon voilà, tout ça fait que indirectement, on peut se retrouver être dans des situations qui sont très particulières, et donc ça vient indirectement s'ajouter à ce que tu disais sur le fait que les gens ne suivent pas, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que indirectement, vous ne devez pas prendre ce que l'on vous dit personnellement. On est là pour vous aider, on est là pour vous guider. On n'est pas là pour vous juger, pour vous rabaisser ou pour vous critiquer. Vraiment pas. Et quand on vous dit les choses, et croyez bien, hein, enfin, croyez-nous, mais c'est pas kiffant. C'est des fois de faire des rappels à l'ordre, c'est pas kiffant. Des fois, moi je leur dis, non, là on n'est pas bon. X, là on n'est pas bon. C'est là on n'est pas bon parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce que là t'as pas su, parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. C'est, on kiffe pas faire la police. Franchement, c'est pas cool quoi. Mais des fois, on se doit de ramener le mouton un peu dans le troupeau pour éviter qu'il aille se faire bouffer par les loups quoi. Et justement là-dessus, c'est intéressant parce que on a dû en parler probablement 500 fois, mais pour un athlète, vous allez avoir, et ça c'est très compliqué parce que je vous le dis ici comme si c'était quelque chose de simple, alors que c'est super compliqué parce qu'il faut de l'expérience, et c'est des choses que vous n'allez pas comprendre avec une saison d'expérience, hein. Ça va prendre 3 ans minimum pour avoir, et Bien sûr. je parle de 3-4 ans si vous avez quand même eu certains, en tout cas une majorité de cas divers et variés. Et attends, j'ai perdu le fil conducteur de ce que je voulais dire. Qu'au début, il n'y avait pas forcément beaucoup d'expérience. Donc forcément, tu rencontres pas assez de cas pour... Justement, c'est ça. Et c'est que sur ces premiers athlètes que vous allez avoir, ça va être très compliqué de trouver le juste milieu dans votre discussion, dans vos échanges avec ces athlètes-là, pour arriver à trouver les mots justes, parce que vous allez dans un premier temps devoir façonner, je mets des guillemets, de futurs bons athlètes qui ne savent pas réellement dans quoi ils s'embarquent, et ils ont besoin de vous pour le savoir, et ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de coachs, en commençant la prépa, qui s'attendent à avoir des Chris Bumstead ou des Phil Heath qui vont arriver avec eux, qui vont suivre une diète à la lettre, qui vont suivre un cardio à la lettre, qui vont s'entraîner super dur jusqu'à 2 semaines avant la compétition. C'est pas le cas. C'est pas le cas la plupart du temps. C'est une personne sur XXXXXX, Exactement, c'est la pépite. C'est ça. Et ça a dû m'arriver peut-être 1 fois, 2 fois d'avoir quelqu'un comme ça à sa première prépa. Et en général, c'est des gens qui ont un passif qui est souvent beaucoup plus compliqué et plus, en tout cas qui était plus dur que ce que la prépa va leur demander. Et aussi, il faut le préciser, je pense, c'est pas parce que tu as aussi une pépite qu'elle va non plus exploser. Parce qu'admettons que cette pépite-là, elle a un gros environnement de merde avec
une séparation avec des problèmes financiers, une problème au niveau du pro, le décès d'un proche malheureusement dont cette personne était extrêmement proche, ben, indirectement le mec a beau avoir une génétique de l'espace-temps, le mec c'est une tortue ninja, indirectement on va se retrouver à avoir une prépa qui est ignoble, le physique il est flotteux, dégueulasse, des problèmes physio qui vont commencer à arriver, de la fatigue, des problèmes digestifs qui vont commencer à se mettre en place, etc. Et pour le préparateur, même pour moi, hein, c'est abominable. Hein. Voilà, et le truc, c'est que le parallèle que vous avez à faire avec le lifestyle ici, ce qui arrive très souvent en taux, enfin, toi dans ton cas, c'est d'arriver à faire comprendre au fil des bilans, des semaines, des mois à la personne que tu as en suivi, l'importance de suivre le plan. Et ça, pour un compétiteur, c'est pour ça que pour les compétiteurs que vous avez qui vont faire leur première compétition, vous devez vous y prendre en avance. Ça va prendre des mois et des mois et des mois de réflexion pour pouvoir en arriver là avant de commencer la prépa. Donc, ne serait-ce que sur une phase de hors-saison, je sais que parfois je peux être considéré comme un connard à ce niveau-là. Mais aussi, parce que des je fois, demande un niveau de rigueur qui est élevé. Et quand vous avez, je sais pas moi, un repas libre dans la semaine, c'est un. Quand vous n'en avez plus parce que la condition ne le permet pas, vous n'en avez plus. Et si vous continuez à en faire, et qu'en plus de ça, le pire, c'est quand vous le stipulez comme si c'était normal parce que vous l'octroyez pour votre bien-être psychologique. Par exemple, n'oubliez pas que vous êtes des athlètes et que le degré d'exigence est beaucoup plus élevé pour certains, dépendant du niveau, de la fédération, des objectifs. Donc vous devez vous comporter en tant que tel, quoi. Exactement, et que vous payez pour un résultat final, et que le coach en question, que ce soit Anto pour de la physio ou moi pour une compète, c'est des fois des plans qu'on a en tête qu'on va mettre en place sur une année entière. Bien sûr. Anto, des fois, il récupère des problématiques. C'est simple, il va peut-être recevoir une prise de sang, un questionnaire, et dès le début, il s'est dit « Oh putain, là c'est le bordel ». Des fois, j'ai des cas... alors là, je le prends en rigolant, mais des fois, je leur dis gentiment pour rigoler ouais, change de corps, ça va aller plus vite, quoi. Des fois, en fait, j'ai des dossiers, genre, des personnes qui, malheureusement... Alors bon, on va pas revenir sur l'état du système de santé en France, même si ça reste quand même un très bon système malgré tout, malgré les dérives et malgré le fait qu'il plonge. On reste quand même, il faut le dire, on est quand même confort en France, ça, il faut quand même l'avouer. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des dossiers, j'ai 2-3 ans de dossiers médicaux à regarder. Je me dis, waouh, ok, par où on va commencer par où on va commencer et comment je vais faire évoluer ça pour essayer de trouver une porte de sortie dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi parfois. J'ai des gens qui sont venus me demander des compètes, des prépas compétitions que j'ai envoyés sur scène 1 an après leur arrivée en coaching. Mais pourtant, c'était le projet initial et tout le plan sur les 12 mois qui ont suivi était vraiment millimétré pour en arriver à cet objectif-là. J'ai mis une transfo il n'y a pas longtemps sur Insta. On était sur 24 mois, si je dis pas de bêtises. C'était un compétiteur aussi ? À la base, c'est quelqu'un qui faisait pas de compétition, qui voulait se challenger pour faire une compète. Quelle catégorie ? Là, c'était du bodybuilding naturel, WNBF. Et justement, le projet, c'était de monter sur scène pour concrétiser une grosse perte de poids. Il y a une grosse partie psychologique aussi là-dessus, dans la transformation qui passait avant tout par une transformation physique, mais qui était avant tout une transformation psychologique. Et un challenge aussi, se prouver quelque chose. Et justement, cette personne-là est arrivée, faisait 117 kilos au début pour 1m75, tu vois, à peu près. Ah oui, un bon gabarit, quoi. Voilà. Et on a dû descendre jusqu'à 80, 82. Trop bien. Tu vois. Trop bien, ouais. Et bon, si je l'avais calculé, je crois qu'en le calculant, ça faisait du 800 grammes, ou 700 ou 800 grammes, 700 grammes de perte par semaine, lissé sur 1 an sans pause. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, 700 grammes de perte de gras par mois, ça fait beaucoup, oui. Par semaine. Oui, par mois, ça fait beaucoup quand tu rapportes au truc. Donc c'est énorme, hein, ça va quand même vous demander un déficit calorique journalier qui est quand même relativement élevé. Là-dedans, sur 1 an, vous vous en doutez bien, on ne peut pas faire 12 mois de déficit consécutif. À un moment donné, ça fatigue. Donc il y a des périodes où il va falloir quand même supprimer intelligemment du cardio, remettre des calories à disposition. Faire des phases de pause pour permettre à la personne de souffler un peu. L'entraînement, pareil, il y a des questions là-dessus, on y reviendra tout à l'heure. Mais tout ça pour vous dire que l'aspect psychologique est super important et ce que vous allez avoir énormément de mal à faire au début, c'est placer le cursus intelligemment selon l'athlète que vous avez. Et c'est super difficile parce que si vous êtes coach et que vous avez un côté très compétiteur, et moi je le vois, plus j'ai de bons athlètes, plus on fait de bons résultats et plus je deviens exigeant parce que j'arrive à voir chez quelqu'un le potentiel. Mais quand je vois quelqu'un qui n'a pas le même potentiel et le même niveau d'exigence, je suis quand même plus souple dans le sens où j'en attends moins de cette personne. Quand j'ai un jeune qui arrive et qui a 18 ans, 19 ans, qui veut faire sa première compétition WNBF,
je vais pas lui rentrer dans l'art comme je le ferais avec Thomas, par exemple. Ouais, normal. Il n'a pas l'expérience. Surtout que la première compète, en général, c'est de la découverte. Les gens, ils découvrent un peu l'envers du décor. Forcément, c'est différent, tu vois. L'âge, la maturité. Bien sûr. Maintenant, si le mec te dit, ouais, je veux aller à Olympia, je veux faire pro, bon, là, mon copain, ben, comporte-toi comme tu le devrais, quoi. Je veux pas le dégoûter non plus. C'était un peu ce que j'avais fait avec Nico, tu nous regarderas, Nicolas Gagnant. C'était une première compétition WNBF pour qu'il puisse se tester, voir un petit peu comment se déroulait une prépa. Il a sorti une très belle condition, attention. Mais je ne l'ai pas poussé comme j'ai pu le pousser 2 ans après pour une préparation NPC, parce qu'il y avait forcément des choses en plus, de la chimie, etc., une contrainte de santé aussi. Je lui dis, si tu te lances là-dedans, par contre, tu t'y lances à 100%. Tu ne fais pas les choses à moitié. Et là, forcément, j'ai été très, très, très exigeant avec lui, très dur avec lui. Et en général, vous vous en rendez toujours compte, et toi, je pense que c'est pareil, même si c'est peut-être un peu plus délicat, tu me diras, mais à manipuler, mais le fait d'être dur avec les athlètes, dans 99% des cas, ce sera toujours positif pour vous en tant que coach. Ouais, voilà, et encore une fois, vraiment pour terminer là-dessus, si on est dur avec vous, c'est pas pour vous prendre la tête, c'est parce que justement, nous, on veut vous amener du point A au point B. Et encore une fois, vraiment, c'est pas facile pour nous, hein, vraiment, des fois, de vous parler comme ça. Alors, en y mettant les formes, encore une fois, hein, on n'est pas là pour dire vous êtes des merdes. Et si jamais votre coach fait ça, c'est next. Il y a une façon de dire les choses, je pense. Mais encore une fois, c'est pas cool pour nous, en fait. On n'aime pas faire ça, mais des fois, on doit hausser un peu le ton ou changer notre façon de parler. Et des fois, ça peut heurter. Et même, tu vois, même pour moi, qui encore une fois, tu sais, par rapport à ce vocal, tu sais, j'en vois souvent, je le répète, même très souvent dans les bilans, quand il ne faut oublier pas que ce que je dis, c'est pas contre toi. J'essaie toujours de prendre des pincettes, mais de manière générale, les gens ont vraiment un manque de maturité émotionnelle, je pense. Alors toi, en plus, en prépa, avec la fatigue, etc., c'est encore plus accentué. Mais n'oubliez pas qu'encore une fois, un coach est vraiment là pour vous aider. Il est là pour vous guider. Il n'est pas contre vous, encore une fois, il est là pour vous aider. Et des fois, malheureusement, il se doit de faire des choses ou de dire des choses qui sont un peu, allez, on rentre dedans, quoi, on rentre dans l'art. Et moi, c'est pareil avec les personnes que j'ai en suivi. Des fois, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours votre cas, et ça c'est pareil par rapport à Antonin, c'est toujours votre cas de santé qui va vous dire ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire, de ce que vous devez faire, de ce que vous ne devez pas faire. Je prends l'exemple concret. Quelqu'un qui a des problèmes digestifs, on prend une personne A, tu sais, qui a des problèmes digestifs, et une personne B qui n'en a pas, mais la personne B qui n'en a pas va avoir beaucoup plus de marge de manœuvre en termes d'alimentation, de quantité, de diversité, de choix, de variété, qu'une personne qui en a. Donc forcément, indirectement, on peut plus s'orienter sur un plateau un peu de frustration, etc., etc. Même si la frustration, on pourra même en discuter parce que on n'a pas tous la même définition de la frustration. Au passage, petite claque dans la nuque là, tu sais, pour les coachs qui disent perdre du poids sans frustration, non, c'est faux. Non, c'est faux parce que il y a un moment, en fait, les quantités, même si vous diversifiez, la quantité va forcément se faire ressentir à un moment et il va y avoir de la frustration qui va quand même s'installer. Tu sais quoi, je vais me le noter pour la fin du podcast. Ah ouais, parce que je pense que j'ai quelques trucs à. quelques petits claques dans la nuque là. Ouais. Tu sais, quand t'étais au bahut là et que genre, il faisait grave froid, t'avais toujours un connard qui arrivait comme ça, tu sais, t'avais pas de bonnet, tu vois, il arrivait, il faisait comme ça là, tu sais, il t'enculait l'oreille là, comme ça. C'est exactement ce Ça qu'on va rend faire ouf, après. ça rend ouf. Et donc, la perte de poids, encore une fois, ou même peu importe, donc je reprends l'exemple pardon, du digestif, ou même de manière générale, la frustration, quand on parle d'une alimentation sans frustration, ce n'est pas vraiment possible parce que dans tous les cas, on a toujours une façon qui nous est propre d'interpréter la frustration. Moi, ça me dérange pas de manger la même chose tous les jours. C'est pas pour autant que je vais me sentir frustré. Toi, peut-être que c'est pareil, mais peut-être que le mec qui nous a mis en place les caméras, pour lui, c'est impensable. Voilà. Et encore une fois, donc je reprends l'exemple, personne B, personne qui n'a pas de problème digestif, personne A, personne qui a des problèmes digestifs, la marge de manœuvre qu'on va avoir pour la personne A est beaucoup plus réduite que la personne B. Et c'est là en fait qu'il faut justement connaître son sujet et comprendre exactement dans quel sens on va et connaître son sujet de physiologie ou dans ton cas à toi, connaître exactement la mise en place d'une prépa, etc., pour faire en sorte de vraiment aller du point A au point B de la manière la plus optimisée qui soit, je dirais, de la manière la plus cool et la plus en adéquation avec le cas qu'on va avoir en face de nous. Et encore une fois, des fois, pour terminer là-dessus, on se doit des fois, si la personne A ne suit pas le plan que moi je lui ai mis en place, par exemple, en sachant que je lui explique bien que, et ça les personnes que j'en suivi se reconnaîtront parce que je parle très souvent comme ça, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas temporairement. Et je leur dis bien, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas temporairement. Et je leur répète ça tout le temps, c'est pour essayer de faire passer un peu plus la pilule. Mais des fois, on se doit, si vous avez des problèmes digestifs et que par exemple vous ne suivez pas ce que je vous dis, vous aurez constamment des problèmes digestifs, avoir des ballonnements, des problèmes au niveau du transit, constipation, diarrhée, fausse diarrhée.
etc., etc. Et à long terme, ça peut vous entraîner sur d'autres problématiques physiopathologiques qui peuvent être beaucoup plus graves, en sachant qu'on le sait très bien, lorsque vous n'assimilez pas, lorsque le digestif n'est pas à 100% de sa capacité, ben, la disponibilité des nutriments que vous allez avoir va être plus réduite indirectement. Et forcément, si le corps a moins de nutriments à disposition, donc là je transpose avec ton cas à toi, ben, le corps a moins d'énergie à consacrer à la performance, à la récupération, au fait d'arriver à gérer l'eau, au fait de faire tomber du gras plus facilement, sur la fatigue. On pourrait aussi très bien parler de la sérotonine, par exemple, qui est extrêmement importante. On sait très bien que le moins vous allez avoir d'apport, par exemple, en termes de micronutriments et de macronutriments, le moins le corps va être en capacité, par exemple, de pouvoir synthétiser la sérotonine. Et on sait à quel point la sérotonine est un neurotransmetteur qui est hyper important, c'est pour la nervosité, l'anxiété, l'irritabilité, les fameuses cravings que vous devez gérer en prépa, par exemple. Et quand vous prenez ça couplé à du stress, en sachant que la sérotonine va être utilisée par le corps pour aller tacler ce stress-là, vous en avez encore moins pour gérer cet aspect-là des cravings. Et vous arrivez très souvent à des états de nervosité, d'irritabilité, de fatigue. Le plan commence à bifurquer, vous commencez à piocher, etc. Et avec d'autres facteurs, ça peut vous entraîner dans des situations qui sont un peu compliquées. Bref. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais, des fois, on se doit de faire ça. C'est pas qu'on aime ça, c'est qu'on se doit de le faire. Parce que si on vous laisse partir trop à droite, on va jamais avancer, quoi. Et indirectement, c'est compliqué après. Là-dessus, au final, ça reste un bon point d'attaque pour la première grosse partie, on va dire, Ouais. des questions, parce que c'est probablement le plus gros lot de questions qui revenait à chaque fois. Ouais. C'est concernant la planification. La planification, je pense, de mon point de vue, qu'elle est différente en prépa que dans ton cas pour la partie physio, puisque toi, tu vas plutôt partir d'une problématique A, et tu vas devoir avancer au fil des semaines, puisque forcément, tu n'as probablement pas toutes les informations dès le début. Bien sûr. Tu vas avoir des problématiques qui ne sont pas forcément encore déclarées. Peut-être certaines problématiques que tu vas gérer qui, alors je ne dis pas vont en créer d'autres, mais vont peut-être en laisser d'autres justement voir le jour, etc. Donc toi, tu vas plutôt avancer au jour le jour, alors que pour la partie prépa, je le vois plutôt à l'inverse. On doit toujours prendre le point d'arrivée. Et c'est encore plus important pour les athlètes qui sont sous chimie, puisque forcément, s'il y a une utilisation de chimie, vous ne pouvez pas, même si certains se permettent de le faire, vous ne pouvez pas mettre un plan en place jour A, avancer au fil des semaines, arriver, vous dire « Ah, merde, bon, j'ai prépa dans 16 semaines, je me fais une petite semaine de pause, je repars en prépa, les bilans sanguins sont catastrophiques, vous n'avez pas de temps off, vous avez un athlète qui est épuisé, vous avez une physio qui est épuisée, parce que si vous lui avez fait prendre 10, 12, 15 kilos, 20 kilos sur une période de 6 mois, 12 mois, 24 mois peut-être, vous avez forcément quelqu'un qui est fatigué, physiquement, psychologiquement, donc on fait absolument tout l'inverse. On part du point d'arrivée. La plupart du temps, on part de la dernière compétition prévue de la saison pour déjà dégrossir, même si la plupart du temps, je ne me fie pas toujours à la dernière, mais plus à l'avant-dernière, parce qu'en général, la dernière est souvent celle qui va sauter. Mais le but, ça va être de revenir au fil des semaines le plus tôt pour avoir le point de départ de la prépa, qui en général va durer 12 semaines, 16 semaines, 20 semaines. La plupart du temps, je fais en sorte que ça ne dépasse pas les 20 semaines pour deux raisons. Il y a forcément une fatigue psychologique qui va rentrer en jeu au bout d'un moment. Si vous faites des prépas de plus de 20 semaines, ce qui m'est déjà arrivé avec certains athlètes, parce que vous avez besoin, admettons, de 16 semaines pour faire votre job correctement, vous avez une première date, 2 semaines d'attente, deuxième date, 1 semaine d'attente, troisième date, 3 semaines d'attente, dernière date. C'est long. C'est très long. Donc là, forcément, dans ce type de cas de figure, on parle d'athlètes expérimentés, on parle d'athlètes qui ont une réponse physique, en tout cas d'un point de vue purement esthétique. Et ça, on y reviendra après, parce que la partie santé, à ce niveau-là, des fois, il peut arriver, même si ça reste quand même assez rare, mais ça peut arriver d'avoir une plastique qui soit belle et une physiologie interne qui soit ruinée. Mais la plupart du temps, un bon coach, avec un œil un peu avisé, verra de suite quand il y a une physiologie qui commence à fatiguer, que ce soit sur la rétention d'eau, le look, le volume musculaire, etc. Et même la symptomatique que l'athlète va lui décrire aussi, bien sûr. Passage. Donc, bien sûr. Et donc, on va revenir petit à petit en arrière. Si on a un athlète naturel ou non naturel, on a une phase qu'on va appeler une phase de cruise, une phase santé qui va précéder, qui est plus ou moins longue en fonction du niveau de l'athlète, parce que plus vous avez un hors-saison qui est impactant au niveau santé, plus vous avez une phase de pause qui est potentiellement longue, même si là-dessus, lorsque vous arrivez sur du gros niveau,
voire même du niveau que je n'ai pas encore. Je parle vraiment de gros athlètes professionnels. Mais on a même parfois, et ça se fait partie des questions que je voulais te poser qui sont intéressantes, des périodes qui sont pas forcément suffisamment longues pour se remettre 100% en santé, qui sont assez longues pour se remettre juste ce qu'il faut en santé, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un physique qui se dégrade avant une préparation pour Mister Olympia. Et donc forcément, il y a pas mal de choses à prendre en compte qui sont plus techniques ici, des périodes off post-compétition qui sont beaucoup plus longues et plus étendues que sur des athlètes amateurs. Donc cette période-là de cruise qui est à prendre en compte. Et avant ça, vous avez votre période de hors-saison, parfois 2 blocs. Donc en réalité, quand vous récupérez un athlète qui vous demande une préparation, des fois ça m'arrive au téléphone, quelqu'un qui me demande une préparation, là on est quoi? On est 18 décembre, là, je vais monter sur scène en avril, c'est pas possible. J'ai pas de bilan sanguin, j'ai quelqu'un qui est en cycle. La physio marche pas. La physio marche pas, ou peut-être qu'elle fonctionne bien, mais je sais que j'ai au max 3-4 semaines de pause. J'ai une prépa qui s'enchaîne, j'ai littéralement 9 chances sur 10 pour ne pas réussir à travailler sur le physique que je veux sur la fin. Bien sûr. Je me retrouve avec un athlète pas satisfait, je me retrouve avec un athlète qui va me le reprocher. Et il a raison, c'est pas son métier. C'est pas lui qui a les connaissances. C'est ton image, indirectement. C'est mon image. Ça, c'est pareil. Quand vous avez vos premiers athlètes, la plupart du temps, vous les mettez pas forcément en avant. Pourquoi? Parce que ça vous fait pas forcément une bonne pub. Quand vous avez quelqu'un qui ne suit pas un plan, il n'arrive pas en condition, ça vous fait pas forcément une bonne pub. Même petit truc que toi, tu as beau poser un plan parfait sur le papier, quand tu as quelqu'un qui ne le suit pas, qui n'a pas de résultat. Ça sera tout le temps comme ça, de toute façon. Même que ce soit la prépa, qui soit la plus millimétrée qui soit, la vie est comme ça. Et en fait, n'oubliez pas qu'un suivi, que ce soit pour une prépa ou moi de mon côté, indirectement, le suivi va venir s'imbriquer en fait dans la vie de la personne. Et en fait, vu que la vie est tout le temps comme ça, le suivi sera tout le temps comme ça. Même chez les personnes qui suivent parfaitement le plan, il y a toujours des imprévus, on est coincé dans les bouchons, ou alors le gamin, la nounou ne peut pas le garder, ou alors on a un rendez-vous de dernière minute, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément suivre le plan à l'heure à laquelle on devrait le prendre. On avait prévu de faire une séance, mais parce qu'il y a un contexte particulier, on peut pas, parce qu'il y a eu un accident, donc forcément on va arriver trop tard, il va nous rester une demi-heure. Bref, c'est tout le temps comme ça, indirectement. Et là, parce que la vie est comme ça. Donc en fait. Et encore que ça, je le considère pas forcément chez un athlète comme ne pas suivre le plan. Puisque quand ça m'est arrivé souvent, forcément, quand il y a des prépas qui vont durer 20 semaines, t'as énormément de choses qui vont se passer pendant cette prépa qui font que tu ne suis pas le plan à la lettre, mais il y a suivre et suivre. Quand j'ai un athlète qui loupe un cardio, comme tu l'as dit, parce que je sais pas, il a été retenu au boulot 2 heures de plus, le mec se speed, prend son prêt, fonce à la salle, s'entraîne, c'est 22 heures, la salle ferme. Mais par défaut, tu peux être sûr à 100% que c'est un athlète qui va me rattraper son cardio le lendemain matin, par exemple, et qui te met dans son bilan, voilà, je n'ai pas pu faire mon cardio mardi soir, mercredi matin c'était fait, mais il y a quand même une composante d'expérience qui va rentrer en jeu ici, mais ça c'est ce qu'on va attendre de vous. Et concernant ces parties-là, si vous voulez un peu plus de détails, je vous dirais qu'une partie prépa de 12 à 20 semaines est la plupart du temps ce qu'on va voir. Si vous avez besoin de plus de 20 semaines, dans tous les cas, c'est qu'il ne faut pas partir en prépa, il faut d'abord faire une sèche. Et ensuite, il faudra partir en prépa. 12, c'est quand même relativement court, mais c'est vrai que ça fonctionne bien quand vous avez des athlètes que vous connaissez bien, des athlètes qui sont secs, des athlètes qui sont en santé et des athlètes qui mangent. C'est important. Très important, La phase de santé juste avant, on va dire que le 4 semaines, j'en tiens pas compte parce que ce sera vraiment pour du très très haut niveau. La plupart du temps, on est sur du 6 à 12 semaines, 6 étant court. Donc pareil, 6 étant forcément dépendant de ce qu'on aura fait juste avant. Et 8 à 12, plutôt en général une période relativement normale pour un client de niveau amateur. Et le hors-saison, là pareil, de nouveau, plusieurs écoles. On y reviendra aussi plus en détail après, mais on parle de périodes qui vont durer en général de 3 à 6 mois répétés. Et donc là, forcément, si vous prévoyez même sur plus longtemps, parce que l'athlète n'a pas encore le niveau de masse musculaire pour concourir, vous pouvez avoir bloc de hors-saison numéro 1 qui va être un bloc qui va se terminer par une phase de 4 à 6 semaines typée recomposition corporelle, histoire de commencer à perdre un peu de gras, de faire tourner un petit peu la machine. Encore avant ça, une phase de 8 semaines de cruise de phase santé. Avant cela, encore une phase de 4 à 6 mois de hors-saison. Et vous avez peut-être déjà 1 an et demi qui sont planifiés ici. Ça passe très vite en vrai. Encore une fois, tu vois, je rejoins sur ce que tu dis. Enfin, je te rejoins sur ce que tu dis. Dans tout ça, encore une fois, qu'est-ce qui va vous lier sur le fait que vous allez faire, encore une fois, qui va vraiment maximiser vos chances de faire un beau hors-saison et même une bonne saison aussi, c'est la physio en soi. S'il vous plaît, mais ne démarrez pas un proto de chimie si votre physio est dégueulasse, quoi. Arrêtez avec ça, parce que, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que, et c'est là que moi je constate qu'il y a vraiment, en plus, on en a déjà discuté de ça,
je pense qu'aujourd'hui, la plupart des préparateurs et des coachs ont une vision trop étroite de la chimie parce qu'en fait, je pense vraiment qu'ils ne comprennent pas exactement ce qu'est la chimie. Alors, donc là, du coup, je vais vous donner mon interprétation à moi de la chimie. Vous avez la physiologie qui a ses règles de fonctionnement, ok, avec tout un système de synthétisation, de métabolisation, de contre-régulation, d'élimination, etc., etc. Bref, tout ça fait ce qu'on a fait que l'organisme fonctionne sur un principe d'équilibre en fait. Tu vois, c'est vraiment de l'équilibre parfait. Certains appelleront ça l'homéostasie, bref, peu importe, on s'en fout. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, ce système-là n'a pas été prévu pour faire ce que l'on fait de lui aujourd'hui d'un point de vue sportif. J'entends bien. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous allez dans un système équilibré amener quelque chose extérieur à ce système-là, vous allez amener des déséquilibres en conséquence. Et encore une fois, et ça vous devez vraiment le comprendre, c'est que la prise de chimie n'est que le fait d'amener la physiologie à son paroxysme en fait. La chimie, c'est vraiment pousser la physio dans quelque chose qui est littéralement stratosphérique en fait. Quelque chose que naturellement vous ne pourriez pas atteindre et quelque chose où la nature n'a jamais prévu de nous emmener entre guillemets. C'est ça la chimie en fait. Et ce que vous devez comprendre, c'est que prendre de la chimie alors que votre physio est déjà complètement bancal, et ça je vous le dis, et ça je peux, parce qu'on travaille aussi sur des cas tous les deux, sur certains cas très particuliers, la chimie ne fera que ou accentuer quelque chose que vous avez déjà, ça je vous le dis, et c'est pour ça que vous ne devez pas commencer de la chimie tant que vous avez une problématique de physiologie, que ça soit un simple problème digestif, que ça soit un pancréas qui commence à tirer un peu de la gueule, que ça soit même sur un bilan sanguin classique avec le NFS, la numération sanguine là. Vous commencez à voir que vous avez un taux d'hématocrite qui est trop élevé, ne commencez pas de la chimie. Vous réglez d'abord ça, ensuite vous recontrôlez, et si là c'est bon, on peut commencer à discuter chimie. Ne jamais, encore une fois, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou on ne met pas la charrue avant les bœufs, je crois que c'est ça. Oui. Et donc du coup, ne commencez pas de la chimie si vous avez un problème de physio, parce que je vous le dis, et je vous mets un billet dessus, hein, la chimie ne fera que d'accentuer la problématique que vous avez ou ne fera que d'accélérer l'apparition de ce à quoi vous êtes prédisposé. Et c'est pas pendant le proto de chimie qu'on répare les pots cassés qu'on aurait dû réparer avant. En fait. Alors là, il y a un truc qui est... Tu me tends une perche qui est monumentale. Aïe, 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 Seigneur. Ça, elle est incroyable. Prenez-la pour argent comptant parce que en ce moment, elle a tendance à m'énerver un petit peu. Le problème, c'est... Alors, ce qui est bien sur cette partie-là, que ce soit sur la partie santé, alors, de nouveau, on parle de formation étrangère la plupart du temps, ouais. Que ce soit sur la partie santé, chimie, on a quand même beaucoup de data aujourd'hui à disposition, de gens qui vont synthétiser des blocs d'études, qui vont nous faire des formations dessus, etc. Le problème, c'est que là, ce qu'a dit Anto, c'est la base des bases. Ça paraît presque bête, voire inutile pour certains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes ces formations, on se retrouve avec beaucoup d'apprentis chimistes et on se met tous dans le même cas. Hein. Je ne vais pas m'exclure de ça. Je suis pas médecin, je ne suis pas endocrinologue. Mais le problème, c'est qu'on a tellement de confiance qui commence à être gagnée vis-à-vis de l'utilisation de médicamentation pour pouvoir contrer justement tous les effets négatifs que vous allez avoir suite à la prise de chimie, qu'on a beaucoup de gens qui oublient que le simple fait de commencer en étant en santé vous permettra déjà d'éviter énormément de problématiques de santé derrière. Et après, le deuxième stade de compréhension, c'est donc de commencer en santé, d'être quand même capable, alors ça au début vous ne pourrez pas forcément le faire, repérer c'est pas difficulté que je voulais dire, mais les obstacles. Les obstacles, si tu veux, qu'on peut avoir sur un client. On a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, des gens qui vont aromatiser plus facilement que d'autres. On a des gens qui ont des analyses sanguines, des NFS qui se dégradent plus vite que d'autres. On a des gens qui ont des analyses rénales ou hépatiques qui se dégradent plus vite que d'autres, qui ont peut-être certaines... même ça m'est déjà arrivé, je crois que je t'en avais parlé, de quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait probablement une maladie héréditaire au niveau du foie avec des analyses de foie qui étaient très très élevées. Et pendant 2 mois, j'avais fait exactement ce que tu m'avais dit. Certes, les valeurs avaient diminué, mais jusqu'à un stade où il n'y avait plus d'amélioration. Le problème, c'est qu'avec ce foie qui était déjà fatigué dès le début, c'était littéralement impossible de pouvoir commencer quelque chose. On parle de quelqu'un qui avait un physique qui était relativement correct et qui avait une bonne structure pour pouvoir faire quelque chose plus tard. Le problème, c'est qu'en cascade, on avait en plus de ça d'autres problématiques physiologiques de par ce foie qui avait quand même énormément de mal à fonctionner, qui venaient en cascade s'accumuler.
Et je savais déjà que de partir avec quelqu'un comme ça, bon, déjà, c'est compliqué. Il y a un risque qui est très élevé que vous ne voulez pas prendre. Et en plus de ça, je savais que j'allais me retrouver avec énormément de soucis physio lorsque la diète allait baisser. On ne parle pas forcément de tout ce qu'on ne peut pas utiliser parce que, contrairement à ce qu'on croit, il y a énormément de molécules dont vous pouvez vous passer qui ne sont pas obligatoires et je vous recommande de travailler le plus simplement possible. Mais je savais forcément qu'il allait avoir des conséquences à la fin, d'autres choses à gérer qui probablement plus ne seraient pas de mon niveau. Donc à ce moment-là, il ne faut pas partir. Mais déjà, dans un premier temps, c'est de partir en santé. Et là-dessus, on le reverra juste après, je pense que vous allez vous régaler. Il y a beaucoup de choses à dire, oui. Et la deuxième chose, c'est de ne pas chercher à partir pas en santé pour moduler ce qui aurait pu être modulé sans chimie ou sans médicamentation. Parce que du coup, on se retrouve avec des gens qui commencent des protocoles sous hypotenseur, qui se retrouvent avec des médicamentations pour réguler la glycémie. Metformine et tout le tralala. On pourrait aussi parler de l'Ozempic qui fait de plus en plus parler de lui. De l'Adderall aussi. Moi, j'en vois le nombre de personnes que j'ai récupérées qui ont de l'Adderall aujourd'hui. Non, mais c'est un délire, quoi. Non, mais où est-ce qu'on va? Alors, en France, je t'avoue que j'en ai pas encore eu. Ah, si. Mais je connais des gens, beaucoup, qui en prennent. Même l'Ozempic, c'est en train de... Donc forcément, si vous cherchez à partir sur une mauvaise physio et d'essayer de la gérer via de la médicamentation, vous allez simplement masquer ou repousser le problème. Et je vous garantis que le jour où vous allez stopper ça, où votre client va arrêter avec vous, changer de coach ou probablement se mettre off pendant 3, 6 mois, 1 an, et qui va prendre la petite claque retour, avec petite, entre guillemets, retour même. À ce moment-là, il y a des gens qui sont flingués pour des années. Il faut des années de boulot. Je pense que tu en as peut-être déjà eu, où tu te rends compte que 3 mois, ça suffira pas. Après, ça part chez moi, et c'est là où en fait, on se retrouve avec des physiologies qui répondent, qui sont beaucoup plus difficilement gérables et malléables. Et indirectement, qu'est-ce que ça va vous amener à la fin? De la fatigue qui va se transformer en épuisement. Épuisement qui, pour certains, lorsque vous allez très très loin, peut se transformer en burn-out, et j'en passe des meilleurs. Et à savoir que, et ça vraiment, vous devrez vraiment le comprendre, et ça rejoint un peu tout ce qu'on disait, c'est que à partir du moment où votre corps est fatigué, votre corps est épuisé, encore une fois, on rappelle la définition propre de la fatigue. La fatigue, c'est lorsque votre corps n'est plus à même, n'est plus en capacité de pouvoir lui faire faire, de pouvoir faire ce que vous attendez de lui dans la vie de tous les jours. Donc, on pourrait très bien parler d'aller au taf, entretenir une bonne relation de couple, aller faire les courses, etc. Mais n'oubliez pas également qu'on parle également de votre santé. Un corps qui est fatigué, c'est un corps qui ne peut pas vous garder en santé. C'est un corps qui va commencer à sécréter de moins en moins d'hormones thyroïdiennes. C'est un corps qui va commencer à montrer peut-être des dysfonctions sur la réponse insulinique. C'est un corps qui, par exemple, va avoir de plus en plus de mal à gérer les niveaux de fer, par exemple, ou les niveaux de graisse qui peuvent s'accumuler au niveau du foie. Et de fil en aiguille, on peut se retrouver sur des terrains physiopathologiques qui sont très compliqués à gérer. Et le problème, c'est que tu sais, quand tu ajoutes par tout ça, donc de la fatigue qui t'a amené... Alors là, bien sûr, encore une fois, on parle d'un process qui a duré des jours, des mois et des années pour certains, multiplié par le nombre, l'intensité auquel ils ont été exposés à tout ça. Donc on a de la fatigue, de l'épuisement, à laquelle va s'ajouter une problématique physiologique pathologique, à laquelle on a ajouté très souvent un peu de chimie, ce qui va rajouter de la fatigue, ce qui va réaccentuer le reste. Et on se retrouve des fois sur des physiologies qui sont... c'est très compliqué. Et même des fois, en fait, le problème est tellement complexe, il est tellement enraciné, il est tellement entremêlé avec les différentes composantes, etc., qu'en fait, tu te dis, par quoi je vais commencer? Et des fois, il faut des mois et des mois avant que ça bouge, avant qu'il y ait le moindre progrès. C'est vraiment compliqué, quoi. D'où le fait de partir en étant en santé, puisque forcément, si on a quelqu'un qui est en santé, qui fait des bilans sanguins réguliers, et là-dessus, quand on parle de bilan sanguin, autant avant, j'avais un discours qui était un peu moins ferme qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si déjà, à minima, je demandais 2 analyses sanguines par an, une tous les 6 mois, en général une au moment où tu avais potentiellement le pic d'utilisation, et une où on était justement au plus bas ou off, complet. Ça me permettait quand même d'avoir, on va dire, une vision du pire et de ce qui était censé être le mieux au meilleur moment. Et ça me permettait de jauger. Ça, en général, je faisais pourquoi? Parce que j'avais toujours, quand même dans un coin de ma tête, ce souci à devoir demander potentiellement tel chèque ou tel chèque, parce que c'est financièrement quand même un coût. Une fois que vous avez une prise de sang, il y a forcément une supplémentation à mettre en place, qui peut être aussi coûteuse, et donc on se retrouve vite avec des prises de sang à 150, 200, 300, 400 euros parfois, s'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ça va très cher, ça va très très vite en vrai. Et en plus, là, j'ai vraiment l'impression que les labos, les prix ont explosé littéralement.
Et c'est simple, il y a une année, je faisais un check vraiment très très basique. Euh, C'était un check classique, tu vois, vraiment un NFS, un Alatasat, qu'on appelle ça, GFR. DFG pour les Oui, reins DFG. Le GFR, c'est en anglais, je crois. J'en Peut-être ai que vu oui. sur des Oui, prises de sang. glomérule. Oui, peut-être, oui. Ouais. Peut-être, oui. Qu'est-ce que je faisais la section hormonale, tu vois, vraiment sur du basique, testo Oui, total, total, libre 2, libre, prolactine, ostradiol, etc. machin, oui. Euh, et les lipides. Lipides, ok. Et sans pousser l'analyse des lipides non plus, juste ça, déjà, à l'époque, ça coûtait aux alentours des 80-85 euros. Ah, Il y c'était il y a a longtemps alors, hein, parce que 3 ans. Petit à petit, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Le ouais. dernier que j'ai fait, donc ça remonte quand même il y a plus d'1 an, parce que c'était Ouais. avant d'arrêter. Il y a plus d'1 an, ça m'avait déjà coûté 140 euros, 150 euros, quasiment x2. Donc forcément, les prises de sang, mais déjà une prise de sang basique, même si, et là Anto va m'assassiner si je dis ça, mais vous avez déjà quand même des marqueurs. Si déjà sur une prise de sang basique comme ça, qui ne pousse pas là, il n'y a rien de très l'analyse, précis hein, en plus. Hein. c'est pas précis, mais si déjà là vous avez des marqueurs qui sont complètement off, ouais. posez-vous des questions. Déjà, c'est juste déjà un premier reflet. Et si après vous poussez cette analyse sanguine là, bien sûr que les prix sont élevés, et donc forcément demander de grosses analyses sanguines tous les 3 mois, ça devient compliqué. Donc c'est vrai que maintenant j'ai plus le discours de demander une grosse prise de sang, admettons mois 1, et après au fil des semaines, selon ce qui est modulé, demander uniquement ce qui est spécifique en fonction de ce que tu vas demander à la personne, ce qui peut potentiellement être le plus dégradé. Et après, l'avantage, c'est que toi, tu dois reparler avec tes clients, plus tu travailles longtemps avec eux, plus tu as les mêmes problématiques qui reviennent à chaque fois, potentiellement des problématiques qui ne voient jamais le jour non plus avec eux, puisqu'ils sont résistants sur certains facteurs. Je te prends un exemple, j'ai certains athlètes, même beaucoup, qui ne prennent pas d'hormones thyroïdiennes en prépa, zéro, qui n'en ont jamais eu besoin, peu importe les régimes. Tant mieux, hein. Et forcément, ça ne fait pas partie des analyses que je vais checker, puisque tant que je vois qu'il n'y a absolument aucun symptôme, que le physique bouge dans le bon sens, qu'il n'y a pas de fatigue associée, que le corps répond bien, ce n'est pas forcément des analyses que vous allez faire à chaque fois. De toute façon, ça rejoint ce que tu disais, dans le sens où à partir du moment où il y a un truc qui ne va pas aller, le corps va directement le faire savoir avec une certaine symptomatique, et c'est là où tu peux commencer à investiguer, du coup. Et justement, ça revient à la grosse analyse sanguine qui doit être faite au moins une fois dans l'année. Et alors là, forcément, le moment doit être stratégique. Mais ça doit être fait au moins une fois dans l'année, histoire d'avoir déjà un premier débrief. Et après, à partir de là, essayer de naviguer un petit peu là-dedans, au plus précis possible. Et c'est là où, justement, quelqu'un comme toi peut permettre d'aiguiller. Ouais, clairement. Et tu vois, par exemple, là, tu disais que là, tu avais dit combien? 180, 200 euros? C'est ça? Sur le basique que tu 150 euros sur un très basique. Ouais. Et là, il n'y a vraiment rien de basique parce que là, de ce qu'il cite, en fait, c'est tout simplement ce que vous voyez plus ou moins en fait, sur les analyses classiques que votre généraliste va vous demander. Alors vous ne le voyez pas parce que, enfin, vous ne le payez pas parce que très souvent, bon, même si c'est de plus en plus compliqué, c'est pour le moment remboursé, même si la vitamine D, malheureusement, est quasiment plus remboursée aujourd'hui. Enfin, c'est triste, hein. Au passage, hein, si vous allez chez votre médecin traitant et qu'à côté de la vitamine D, il met une petite nomenclature et marqué NR, c'est parce que ça ne vous sera pas remboursé. Et quand on voit que la vitamine D, ça coûte à peu près 15 balles, je crois, de mémoire, à peu près à faire, je crois. Non, j'ai regardé le prix à fois. C'est combien? 27. 27. Ah, ça a augmenté, ok. Parce que moi, les prix que j'ai, c'était. Voilà, vous voyez à quel point ça augmente. Voilà, bref. Avec ce qu'il dit, donc du coup, vous avez très souvent le NFS, tout ce qui est les globules blancs, donc avec les leucocytes, les eosinophiles, les basophiles et tout le tralala. Vous avez très souvent le bilan lipidique, cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides. Vous avez aussi, comme il a dit, la fonction rénale, donc avec le DFG et l'équation, c'est CKD-EPI. Vous avez azat, alate, GT et l'autre, c'est les phosphatases. Après, vous avez très souvent juste la TSH. Tu ne l'as pas, si tu l'as pas sur demande. De quoi? C'est uniquement à la tassage. Ah ouais, je sais pas, des fois ils me la mettent. Bon, ah ouais, ouais, des fois, ouais. Okay. Bon, la TSH, vous avez LH, FSH, testo, pas la libre que la totale. Ils vont mettre aussi des fois les oestrogènes aussi, des fois. Il y a quoi d'autre que j'ai pas oublié? Les protéines totales avec tout ce qui est albumine, alpha-globuline, bêta-globuline, etc., etc. Je crois qu'on est bon là, je crois qu'on a fait le tour. Non? Vitamine D, des fois. Le fer sérique, des fois ils vous le mettent aussi. Voilà, bon, bref. Vous voyez, je pense, un peu de l'analyse dont je parle, mais en fait, le problème, c'est que quand vous faites du body avec de la chimie, ça ne vous apportera aucune info. Mais littéralement, alors, si je vais quand même mentir, parce que on sait très bien que, par exemple, lorsque vous allez prendre de la chimie, le HDL, il va prendre une claque. Hein. Et en fait, ça rejoint indirectement
ce qu'on disait, c'est que commencer en santé, si vous voyez que... On en parlait en plus la dernière fois. Vous avez un HDL, s'il vous plaît. Réfléchissez, s'il vous plaît. Sur je t'avais donné un cas concret, non? C'était pas... c'était quoi? Combien le taux le plus bas que tu avais avant de commencer? C'était pas 0,2 ou je sais pas combien? C'était 0,18. Ouais, 0,18, voilà. Si vous voyez qu'avant de commencer... Et le plus bas que j'ai vu, c'est 0,018. Non, mais c'est là, en fait, des fois... Enfin, je suis désolé de dire ça, mais des fois, vous êtes un peu des teuteux, des benets. Voilà. Si vous voyez que avant de commencer une chimie, vous avez votre HDL qui est sur du 0,2, 0,3, en sachant que le HDL est l'un des marqueurs qui à chaque fois va prendre une grosse claque dans la tronche, que ça va baisser énormément, et que vous commencez une prépa, enfin une cure avec 0,2, 0,3 de HDL, mais attendez de voir le HDL que vous allez vous payer en pleine prépa. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas pendant la cure qu'il faut essayer de réaugmenter le taux de HDL. Faites-le augmenter avant de commencer la chimie avec un protocole où vous allez augmenter les apports en lipides, par exemple, oméga 3, oméga 6, etc., en envoyant beaucoup de B3, machin, bref, il y a tout un protocole à mettre en place par rapport à ça. Alors là, ce que j'ai dit encore une fois, c'est une façon de faire parmi tant d'autres. Si vous voyez qu'encore une fois, vous avez un HDL qui est explosé littéralement au plafond, ne partez pas en prépa, parce que je vous garantis que les chances que vous ne finissiez pas la prépa sont... En fait, vous mettez littéralement une balle dans le pied, il faut le dire. Et les chances que vous ne finissiez pas la prépa sont beaucoup plus importantes indirectement que... voilà. Donc, de par tout ce bilan sanguin qui peut paraître poussé, mais qui en réalité ne l'est pas, vous devez comprendre que vraiment, dans le monde du body, vous allez devoir vraiment creuser et qu'il va y avoir cette dimension financière que vous devez prendre en compte. Et je vous garantis que quand moi, je demande des analyses sanguines aux personnes que j'ai en suivi, qui sont sous chimie, moi, je ne fais pas de protocole de chimie, mais je les aide à rester en santé autant que possible. Mais quand les mecs ils voient la liste, ils me disent bon, je vais peut-être trouver un OnlyFans, quoi. Surtout parce qu'il faut aller chercher, quoi. Et dans ces analyses-là, ce qu'Anto fait, qui est encore plus intéressant lorsque vous avez une pratique depuis des années, c'est tous les marqueurs qui vont vous permettre de voir les dégradations que le corps a subies sur les mois ou l'année qui est passée, et aussi de pouvoir prévoir, alors même si c'est, quand je dis plus ou moins précis, dans le sens où quand vous avez déjà un risque avéré sur un bilan sanguin d'une potentielle pathologie qui va s'accentuer dans les années à venir, en général, on en revient beaucoup aux pathologies cardiaques dans ce cas-là, réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que c'est quand même bien, même si ce type d'analyse, pour être franc, c'est des analyses en général qu'il faudrait faire à minima une fois par an, au moins une fois par an. Et en fonction des résultats que vous allez avoir, forcément, s'il y a des marqueurs qui sont vraiment mauvais, se remettre en question, mettre en place un plan dans un premier temps qui soit un plan santé. Alors après, attention, peut arriver, et c'est même énormément le cas au niveau, d'avoir des athlètes qui soient au courant des marqueurs qui soient mauvais, de ces mauvais marqueurs, qui sont conscients de ce qui va devoir être fait en prépa pour atteindre mon niveau, qui arrivent à atteindre ce niveau-là en étant bien physiquement. Alors probablement que pour eux, 95% est suffisant pour pouvoir gagner une compétition. Les 5% manquants serait peut-être justement cette partie santé qui aurait été comblée en amont. Et on a des gens qui sont conscients justement de ces risques-là, qui ne vont pas chercher à les recalibrer avant les prépas, qui ne vont pas chercher à les recalibrer après, puisqu'ils ont un objectif d'Olympiade, de titre, peu importe, et qui sont prêts à faire justement l'autruche pendant 5 ans, 10 ans. Mais attention, on parle de gens qui sont la plupart du temps conscients des risques, qui sont conscients des sacrifices, qui sont conscients... Alors, quand je dis des risques, on l'a quand même vu ces dernières années, on parle de risques de décès, on a quand même eu beaucoup. Cette pratique fait des morts, hein. Il faut vraiment, je pense que les gens l'oublient, hein. N'oubliez pas que le body, ça fait des morts, hein. Ça fait des morts, et ça, je pense que peut-être tu me rejoindras là-dessus. Bon, je pense que oui. Mais tu sais, il dit toujours au début, oui, moi, il n'y a pas de problème si jamais ça part en couille, j'assume, etc. Sauf que très souvent, lorsque vous êtes sur le lit d'hôpital avec la tension qui est complètement éclatée, que vous êtes là, comme ça, là, très souvent, il y en a, ils prennent un électrochoc. Et là, ça vous rappelle que vous n'allez pas pouvoir faire un restart de la partie ou mettre un cheat code pour vous récupérer la santé, quoi. Malheureusement. Ou la fertilité. Ça arrive combien de fois? La fertilité, alors, je touche du bois, j'en ai pas. Mais jamais arrivé sur un athlète, mais j'en connais à qui c'est déjà arrivé. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez pendant 1 an derrière.
Il y en a certains qui ne récupéreront jamais une fertilité correcte, qui n'auront jamais d'enfant de leur vie. Mais on pourrait parler de toute problématique, hein, de la thyroïde, on pourrait parler du digestif. Bon, il y a un truc, ça me sidère et chaque fois ça me bande de ouf, c'est que les mecs ne comprennent pas que tous les systèmes, à partir du moment où vous allez prendre de la chimie, tous les systèmes de physiologie vont être impactés. Très souvent, lorsque on parle de la chimie, le premier organe auquel on pense, tu sais, pour éliminer les excès hormonaux, c'est le foie. Oui, d'accord, ça c'est vrai, mais le grand oublié de là-dedans, de tout ce système-là, c'est le système digestif. Les gars, je vous le dis, hein, si vous n'avez pas un bon système digestif, la chimie, elle va vous coller une espèce de branlée, mais elle va vraiment vous mettre une claque dans la nuque que vous n'allez pas comprendre en fait. Parce que le digestif, il est tellement important pour la gestion des oestrogènes avec ce qu'on appelle le système entérohépatique. Et dedans, dans ce système digestif-là, vous avez ce qu'on appelle la bêta-glucuronidase, qui est plus ou moins ce qui va gérer, pour faire très simple, la quantité d'oestrogène qui va être relibérée dans la circulation sanguine ou être éliminée par les urines, les selles, etc., etc. Si vous avez déjà par exemple une dysbiose, et on sait que la chimie peut amener une dysbiose juste de par elle-même, hein, ou accentuer un environnement dysbiotique, si déjà votre digestif ne fonctionne pas, les effets secondaires que vous allez vous prendre de la chimie, bon chance, hein, pour gérer un excès d'oestrogène avec un digestif qui ne fonctionne pas, tu vois. Et donc on parle de ça, mais pour revenir sur ce qu'on disait, donc la thyroïde peut prendre hyper cher, le pancréas, enfin combien de personnes j'ai en suivi qui ont de la chimie, qui sont à deux doigts d'être diabétiques, ou qui se tapent des résistances à l'insuline du turfu, ou qui ont un foie qui a tellement été massacré qu'il n'en peut plus. C'est compliqué, hein, vraiment. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, c'est bien de faire les caïds, de faire les costauds, mais quand vous êtes devant le médecin là, et que vous êtes à moitié en PLS, ça rappelle à l'ordre, hein, je pense. Hein. Et toutes ces problématiques-là, en plus, là, dans ce que dit Anto, alors certes, c'est un bilan sanguin qui va être coûteux au départ. Oui. Mais combien de personnes j'ai vues, parce que forcément, on le sait tous, pas très compliqué aujourd'hui de pouvoir se faire livrer devant chez soi un colis avec tout ce qui est nécessaire pour faire une prépa. Prenez une analyse, par exemple, qui vous montre un mauvais fonctionnement pancréatique. Faites-vous livrer un kit d'hormones de croissance à la maison. Ça va bien se passer. Prenez 5 à 10 unités par jour d'hormones de croissance, comme je le vois assez régulièrement. Very bien se passer. Et regardez ce qui va se passer dans 3 mois. Hakuna Matata. Donc, forcément, c'est des choses qui doivent quand même être prises un minimum en considération. Les gens sont inconscients. Parce que là, vous allez vous faire mal. Ah ouais, plus que mal. Pour de vrai. Donc, et c'est justement là où on en revient encore à la même chose, c'est que si cette première analyse est bonne, l'environnement est bon, le premier plan de départ est bon, vous avez optimisé votre diète, votre environnement, la prise de sang est bonne. À partir de là, quand vous allez commencer quelque chose, j'ai déjà vu des athlètes faire un cycle progressif sur 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et en réalité, on n'a pas réellement de règles, contrairement à ce qu'on croyait avant. On n'a pas réellement de règles. Demain, un athlète peut être sous chimie pendant 6 mois. Si son bilan sanguin ne s'est pas dégradé, ou très peu, parce que déjà la prise de départ est basse, progressive, et que la personne en question le tolère bien, il n'y a pas réellement de règles. Forcément, plus ce sera élevé, plus ce sera intense. Et plus les marqueurs seront dégradés rapidement, et sur certaines personnes encore plus vite. Mais si vous faites quelque chose de progressif comme ça, sur une bonne base de départ, vous vous rendrez compte qu'il y aura besoin de beaucoup moins que si ça n'était pas le cas. Bien sûr. Et justement, vous allez vous enlever énormément de soucis qui vont arriver par accumulation. Et ces soucis qui ne seront pas gérés vous enlèveront à vous, en tant que préparateur, un stress qui est énorme, parce que vous allez pouvoir partir sur un plan A, faire une deuxième petite analyse qui va simplement regarder, je ne sais pas moi, vous partez sur une base, on ne donne pas de dosage ici, mais une base par exemple de testostérone qui serait juste le début, la structure même de votre cycle. Vous attendez 3 semaines, 4 semaines, vous faites par exemple une première analyse sanguine simplement pour faire une vérification de votre testo total, testo libre, déjà pour attester de la qualité de votre réponse à ce niveau-là, et une première analyse par exemple de 2. On en reviendra, j'ai des questions pour toi là-dessus tout à l'heure. Une première analyse de 2, et ensuite, chose qui est très importante que beaucoup de personnes oublient de faire, questionner son client. Le ressenti, très important, parce que le ressenti, selon moi, doit quand même souvent, dans ce type de cas, primer sur l'analyse. Parce que forcément, le panel en termes de résultats est plus vague ici que les valeurs de référence que vous allez avoir sur une prise de sang. Parce qu'on va parler de nouveau, comme il le disait tout à l'heure, de supraphysiologique. Donc forcément, il y a des marqueurs qui vont se dégrader, ou en tout cas bouger, c'est comme un curseur, et qui ne seront pas forcément mauvais en se décalant
à la hausse dans certains cas. Et à partir de là, si cette première analyse est bonne et que vous avez une bonne compréhension de la chimie, des molécules, vous allez pouvoir mettre en place une incrémentation selon tout le panel de molécules que vous allez avoir à disposition pour pouvoir induire plus de progrès à ce stade-là, sans forcément accentuer une problématique qui aurait déjà été existante auparavant. Et c'est 100 fois plus simple de partir sur quelqu'un en santé et de bouger petit à petit en fonction des prises de sang et en fonction de ce que vous allez voir pour maintenir quelqu'un en santé que de chercher à justement rééquilibrer une santé pendant. Ça, c'est ce qu'on fait en prépa parce qu'on n'a pas le choix. On arrive sur du 20 semaines de préparation. On sait qu'à partir de la 12e semaine, l'athlète n'est plus en santé. On le sait, c'est une certitude. Vous n'aurez aucun bon profil lipidique après 12 semaines de préparation à 8 semaines de la première échéance. Vous pouvez limiter la casse, mais vous ne pouvez pas... Vous aurez beau avoir en face de... Et c'est pour ça qu'encore une fois, ça rejoint ce qu'on dit, c'est penser à préparer votre off. En fait, de mon point de vue, il y a le off-saison que vous faites, il y a le on, mais il y a aussi le pré-off-saison, entre guillemets. Et vraiment, optimiser votre santé autant que possible, je vous le dis, parce que votre santé peut très rapidement se dégrader. Ça, c'est pas quelque chose que malheureusement, on peut vraiment quantifier ni qualifier parce que on le découvre toujours sur le terrain. Malheureusement, malgré toutes les optimisations qu'on a fait, on va savoir pourquoi. Le corps, il dit fuck off. D'où les analyses de sang régulières. Exactement, c'est exactement ça. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le plus vous êtes en santé, le plus vous allez vous faciliter la prépa indirectement, le plus vous allez faciliter le travail du coach, le moins ça va vous coûter cher aussi, parce que le plus votre physiologie se dégrade, le plus vous allez peut-être devoir prendre de supplémentation, de phytothérapie et autres, entre guillemets, pour tenter d'inverser la tendance. Et forcément, des fois, certaines situations physiologiques peuvent demander d'envoyer une certaine dose, peu importe ce que vous allez utiliser. Ça, vous voyez ça avec votre coach et votre préparateur. Et indirectement, qu'est-ce qui va se faire, le coût financier que vous allez avoir par rapport à ça. Voilà. Et indirectement, on sait que c'est toujours les finances qui gagnent au final. Et le truc qui est là, c'est que plus vous allez avancer à tâtons et pouvoir anticiper, en tout cas les réactions futures, parce que le bilan sanguin est toujours le reflet de ce qui s'est passé les 3-5 semaines précédentes. Donc ça vous permet d'aviser pour les 3-5 semaines qui vont arriver. Tant qu'il y a des marqueurs qui ne se dégradent pas ou qui ne se dégradent jamais sur certains athlètes, vous avez certaines supplémentations que vous pouvez laisser un peu plus de côté et mettre le paquet un peu plus sur d'autres. Mais quand vous vous retrouvez avec quasiment tous les marqueurs et tous les organes à protéger, parce que vous arrivez à un certain niveau de pratique, vous avez un athlète qui fait 90, 95, 100 kg, 110 kg sur scène, vous avez forcément à un moment donné des dosages qui sont plus élevés, et c'est pas plus élevé ne veut pas dire forcément haut, et de nouveau haut c'est relatif, puisque forcément on n'a pas réellement de point de repère, même si je m'en suis noté pour vous en donner juste après. Tout est proportionnel dans tous les cas et contextuel. Donc, bien sûr. Mais bon, si tu prends un athlète X qui a un niveau pour prendre une procard dans 4 mois, et que tu te dis cet athlète fait 100 kilos, tu sais qu'à son niveau de pratique, la plupart des gars vont être à peu près pot de corps fois peut-être 12, 15 en termes de milligrammes en chimie, certains jusqu'à 17, 18. Tu te dis entre 1200 et 1800 mg, que tu le veuilles ou pas, à 1200, tu seras probablement plus en santé qu'à 1800, mais c'est pas pour autant que la physio ne sera pas dégradée à 1200. Et quand vous vous retrouvez à devoir absolument être supplémenté partout, entre le prix de la préparation en elle-même, le prix des analyses sanguines et là la supplémentation, ce sera impossible de vous supplémenter avec 30 € par mois. On pourrait être totalement franc avec vous, on parle d'un grand minimum de 200 € par mois. C'est le minimum que j'arrive à voir chez un athlète, avec peut-être un top 6-8 des compléments les plus nécessaires à ce moment-là, ce qui même des fois demande de sacrifier des compléments qu'on jugerait essentiels, de basiques, et on se retrouve avec des athlètes qui vont avoir un NAC ou un TUDCA ou les deux, ou une bergamote ou de l'astragale par exemple, et qui ont plus de complexe de vitamine B, qui ont plus de D3, qui ont tout juste une vitamine C, parce que vitamine C mineure, ça coûte pas très cher. Bien sûr. Et tu vois, en fait, indirectement, je vous le dis, si vous pensez que c'est avec un peu d'astragale que vous allez protéger votre fonction rénale, les gars, je vous le dis, vous vous mettez clairement le doigt dans le cul, parce que la fonction rénale à elle-même, elle a déjà besoin de protéines pour bien fonctionner et pour être protégée, etc. Elle a besoin d'avoir la fonction rénale, en fait, si vous voulez, elle est vraiment influencée aussi par la quantité de stress oxydatif que vous allez avoir d'un point de vue physiologique, que vous pouvez aller checker avec quelques marqueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une quantité de stress oxydatif qui est énorme,
La fonction rénale, ça va être compliqué, donc vous allez avoir besoin d'une alimentation très riche en protéines pour la protéger, de vitamine D, d'oméga 3. Vous allez avoir besoin également de vitamine B, vous allez avoir besoin également de citrate, vous allez avoir besoin également de magnésium, vous allez avoir également besoin de beaucoup de choses. Et c'est pas avec juste un peu d'astragale ou de bergamote que vous allez arranger les choses. Je vous le dis, je vous le dis direct. Moi, quand je travaille sur des fonctions rénales, j'en vois pas que l'astragale, parce qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin que ça, franchement. Et c'est pour ça qu'encore une fois, vraiment, il y a vraiment cette dimension financière que vous devez prendre en compte. Vous voulez faire une prépa, budgétiser le truc, c'est hyper important parce que je vous le dis, si jamais vous arrivez à court de finances, votre santé va commencer vraiment à se dégrader pour le coup. Et tomber malade ou réparer la case va vous coûter beaucoup plus cher que de rester en santé. Et bizarrement, et ça c'est indéniable, et on finira là-dessus pour ce premier podcast. Tous mes meilleurs athlètes de cette dernière année, et tous mes futurs meilleurs athlètes, en tout cas ceux qui ont commencé leur prépa là, sont tous ceux avec qui je peux travailler totalement sain d'esprit, en sachant qu'il n'y aura aucune contrainte financière. Ça aide. Et ça aide énormément parce que si vous voyez le stack de compléments de quelqu'un comme Thomas, par exemple, sur sa dernière prep, je pense qu'on est à 250 € de complément par mois. Certaines personnes vous diront que c'est totalement inutile, qu'il n'y en a pas besoin, que dans tous les cas, les marqueurs seront impactés, donc il faut l'accepter, que c'est comme ça. En attendant, Thomas post-prépa, 20 semaines de prépa. Si je ne vous dis pas de bêtises, on a fait 8 ou 9 semaines de phase de cruise derrière. En plus de ça, vous avez quelqu'un qui est sérieux, qui a fait une bonne prépa, qui est réglementé sur sa diète, sur son cardio. Donc forcément une diète de post-compétition qui était riche en calories, riche en lipides, notamment dans son cup, et ce qui dans tous les cas vous serait recommandé en règle générale. Et en 8 semaines, c'était entre guillemets réglé. Mais forcément, quand vous avez un athlète, ne serait-ce qu'une supplémentation, par exemple en oméga 3, de bons oméga 3 de qualité, avec des dosages, allez, on va dire déjà un premier 4 grammes par jour, tu vois. Si tu ajoutes ça à quelqu'un qui est juste niveau budget, qui a déjà une supplémentation costaud, et le premier poids commandé à 90 €, il ne passe pas. Je vois où tu vas en venir. Alors, ça, c'est hyper intéressant. Alors, n'oubliez pas, au passage, parce que là, 4 grammes, c'est encore une fois, c'est un dosage qui n'est pas, que vous ne verrez pas forcément couramment. À situation exceptionnelle, dosage exceptionnel. Là, on parle de la chimie, donc forcément, il y a dosage exceptionnel. Ce que vous devez comprendre, c'est que, par exemple, on prend l'exemple des oméga 3. On sait qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, tu as deux types de sources, tu as animales et végétales. Dans les animales, tu as directement les composés qui vont nous servir, tu as de l'EPA et du DHA. Dans les formes végétales, tu as aussi de l'EPA et de la DHA, mais, parce qu'il y a un mais sinon ce serait trop beau, en bien moindre quantité que dans les sources animales. Et avant, il y a ce qu'on appelle ALA, acide alpha-linolénique. Et ce que vous devez comprendre également, et c'est là encore une fois où il faut prendre ça aussi en compte, c'est que votre physiologie doit tourner pour vous assurer de la bonne conversion de cet acide alpha-linolénique en DHA et en EPA. Le problème, c'est que cette conversion-là nécessite toute une équation physiologique en termes de micronutriments, en termes de digestif, etc., etc. Et si de base, vous n'avez pas de sous indirectement, et qu'admettons, vous êtes vegan ou végétarien, peu importe quand vous pratiquez le végétarisme. J'allais mettre une boîte, mais tu vois où je veux en venir. Parce qu'il y en a certains qui pratiquent, qui sont végétariens que le week-end, on s'est compris. Bref, peu importe votre éthique alimentaire, ça, vous devez le comprendre encore une fois, et qu'en fonction de vos choix et de vos ressources alimentaires, vous allez forcément avoir aussi d'autres facteurs qui vont s'ajouter à ça. Donc, je reprends l'exemple d'une personne qui a une alimentation qui est majoritairement végétale. Cette personne-là va devoir faire en sorte de maximiser la conversion avec des micronutriments, en boostant entre guillemets autant que possible ce qu'on appelle la désaturase. Et le problème de ça, c'est que pas toutes les physiologies convertissent efficacement, encore une fois. Et c'est ça que vous devez comprendre également. Et c'est pour ça que vraiment, vous devez vraiment avoir cet aspect-là quand vous vous supplémentez. Vous devez vraiment le prendre en compte parce que en fonction de votre éthique alimentaire, vous allez peut-être devoir ajouter, en plus de ça, un coût financier par-dessus pour tenter de maximiser tout ça, quoi. Et surtout que là-dessus, quand on parle de finances, vous vous en doutez probablement, lorsque vous partez en préparation, 99% du temps, ou en tout cas 100% du temps pour un coach, un préparateur, un prep coach de haut niveau, la diète flexible ne fait pas partie du débat. Donc vous avez forcément un meal plan. Et si vous avez la possibilité de pouvoir le moduler un petit peu vous-même, et quand je dis le moduler vous-même, pour ceux qui ont déjà vu des plans
de préparateurs de haut niveau, la plupart du temps, c'est du très très basique, à tel point que même des noix ou des huiles ne sont pas spécifiées. Le nombre de fois où j'ai vu 10 grammes oil. Donc à partir de là, si vous avez un peu du jote et que vous avez un peu de flexibilité ici, forcément, vous allez pouvoir essayer d'optimiser un petit peu votre plan. Mais par défaut, on parle de lipides. Acheter des œufs de qualité, c'est un coût. Acheter des poissons gras, c'est un coût. Mais partir en prépa sans pouvoir se payer des œufs de qualité, des poissons gras. Des sources de qualité, tout simplement. Des sources de qualité. Alors, on va peut-être pas vous imposer de manger forcément du saumon, et c'est peut-être pas non plus la meilleure des options tout le temps. Oui. Mais n'importe quel poisson gras, dans tous les cas, sera plus coûteux qu'un blanc de poulet ou qu'un shaker de whey. En revanche, lorsque vous êtes en prépa sous chimie, si vous avez des œufs de qualité qui vous sont demandés dans un plan, des poissons gras, on ne vous autorise pas à remplacer votre poisson gras du soir par un shaker de whey avec un beurre d'arachide quelconque, parce qu'il y a peut-être un intérêt dans ce choix d'aliments. Si vous avez certains types de noix qui vous sont proposés, peut-être que le préparateur a en tête certains apports, peut-être en oméga 6 dans ce cas-là, que vous n'aurez peut-être pas ou pas dans les mêmes proportions avec d'autres types de noix. Donc forcément, lorsqu'après ça devient coûteux et que vous allez constamment chercher des sources qui sont moins chères ou moins qualitatives, pareil, vous êtes en train d'entraver dans une partie du boulot qui a été planifiée en avance. Et donc là, peut-être se retrouver avec un préparateur qui n'est pas au courant des changements alimentaires, des analyses sanguines qui ne sont pas bonnes. À partir de là, si le préparateur, en tout cas, tient compte de son plan qui, lui, juge optimal, peut-être essayer de moduler une ou deux choses, mais dans tous les cas, le plan n'est pas suivi à la base, même si, attention, de nouveau, ça va peut-être en vexer certains, mais on a un respect des macros, on a un respect des calories, on n'a pas un respect forcément des micronutriments qui sont demandés dans le plan. Il y a une supplémentation qui va peut-être venir s'ajouter à ce moment-là, un coût qui est encore plus élevé, et en fait, on se retrouve à potentiellement essayer de se supplémenter pour combler quelque chose qui aurait déjà pu être comblé dans l'alimentation. Donc, dans tous les cas, on en revient à la même chose. Si vous voulez partir en prépa, ayez quand même un budget conséquent, ou alors préparez-vous naturellement, ça vous coûtera quand même beaucoup moins cher. Ouvrez un OnlyFans pour faire de la thune. On va pas se mentir. Là, pour la WNBF en septembre, je n'ai aucun athlète qui va faire une prise de sang avant. Ils sont tous très jeunes. C'est que des athlètes qui répondent parfaitement bien hors saison, des mecs qui prennent du muscle, c'est des mecs qui ne prennent pas de gras ou très peu. Il n'y en a aucun qui se plaint de fatigue quelconque. Ils ont tous un bon sommeil. Donc je pars du principe que la physio tourne et je pars du principe que je ne vais rien faire d'extrême sur ces gens-là. Même niveau diète, j'ai déjà, dans tous les cas, c'est que des premiers compétiteurs, ils sont tous très jeunes. Même dans ma tête, je pars déjà avec un plan d'arrivée, on va dire, qui ne passera pas en dessous d'un certain seuil. Parce que c'est des gens que je veux garder sur du long terme, je veux qu'ils aient une première expérience. Ils seront très bien, mais ils seront forcément moins bien qu'un athlète qui a 28 ans et qui a 10 ans d'expérience. Dans ce cas-là, je ne vais pas forcément faire de check santé. Est-ce que ça peut être intéressant d'en faire ? Oui, vous n'avez rien à y perdre. Mais allez demander un bilan sanguin à 200-300 € à un athlète qui a 18 ans, qui est peut-être, j'en ai certains qui sont en BPGEPS, qui ont 700-800 € par mois, qui sont chez leurs parents, qui ont de la nourriture, qui ont un coaching à payer. Vous leur demandez entre 150 et 200 € de suivi, vous leur demandez 300-350 € de nourriture. Plus la salle à payer, plus les déplacements. Plus la salle, les déplacements, etc. Je ne peux pas demander un bilan sanguin. Là, juste, déjà, vous avez des inscriptions, le temps sur place, le déplacement, l'hôtel, l'inscription, j'ai dit la licence. Rien que là, déjà, il y a un premier billet à 1 000 € minimum pour des gens qui sont là, des jeunes qui veulent juste faire une première compétition pour rigoler. Si vous êtes une femme, les bikinis, qui coûtent très cher. 500 €, 600 €. Mais on parle d'une préparation naturelle. Si vous êtes dans cette configuration-là, ne vous lancez jamais dans une préparation avec chimie, parce que ça va probablement mal se finir. Oui, ça va mal se finir. Et encore une fois, vous allez dépenser des sous pour rien, vous risquez de vous niquer la santé pour rien. Et si après, vous n'avez pas de sous, tu sais, pour inverser, pour travailler sur les problématiques santé que la chimie vous a amenées, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui peut être très particulière. On finira là-dessus, parce que forcément, c'est intéressant. Ça m'est arrivé, c'était cette année. On en avait parlé avec une personne justement avec qui je n'arrivais pas à travailler. Impossible. Peu importe ce que j'essayais de faire sur la diète, ça a quand même duré un bon 6 mois, tu vois. Le premier objectif de base était de monter pour essayer de retrouver justement un point d'équilibre intéressant. Post-préparation, calories très basses, cardio très haut, etc. Qui plus est, pas forcément avec une très très bonne condition à l'arrivée. Donc même moi déjà qui paraît qu'un premier a priori sur le respect du plan de l'ancien préparateur, donc déjà un premier a priori sur le respect du plan que moi je vais mettre en place. Forcément ça bouge pas dans le bon sens. Je me remets en question, je continue de monter. Au bout d'un moment, j'essaie de faire machine arrière, d'essayer de rebaisser un petit peu les calories pour voir s'il y a quelque chose qui va se passer.
rien ne se passe, rien ne bouge, sauf qu'on est sur quelqu'un qui ne peut pas faire d'analyse sanguine, quelqu'un qui ne peut pas supplémenter, quelqu'un qui est bridé au niveau de la diète parce qu'il y a un manque de budget. J'en arrive quand même à un moment. Je pense que je vois qui c'est, oui. Voilà. Et je lui dis, moi je suis bloqué, va voir Anthony parce que très honnêtement, je peux plus. Première contrainte ici, le prix du coaching chez Anthony, alors qu'on a, à cette époque-là, on est peut-être 25 € d'écart. Le prix du coaching déjà qui commençait à bloquer ici. Et le problème, c'est que si vous prenez quelqu'un comme Anto, sans avoir un minimum de marge de manœuvre derrière, il n'est pas magicien non plus, il n'a pas de boule de cristal pour pouvoir attester de... Alors peut-être que d'expérience, il peut supposer que, parce qu'il a forcément vu des milliers de cas. Avec la symptomatique, on arrive à plus ou moins, et avec l'expérience, à force de pratiquer, on sait que si on fait ça et qu'il y a ça qui répond, si on arrive à trouver le pourquoi du comment, mais dans tous les cas, ça remplacera jamais la précision d'un test sanguin, urinaire ou autre. Donc, ouais. Est-ce qu'on coupe ici pour cette première partie? Comme tu veux. Ouais. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes régalés. C'était une première partie vraiment qui était là pour introduire la partie prépa. Pas mal ce premier FDP. Est-ce que le nom est bien trouvé? Franchement, on veut des commentaires, on veut savoir si vous avez kiffé le nom. Ouais. Et je pense qu'on va devoir trouver genre une phrase après à la fin de chaque truc, c'est genre c'est ciao les FDP. Est-ce que ça serait pas stylé? Est-ce que ça vous ferait kiffer qu'on vous appelle les FDP? Ça pourrait, c'est un concept. Hein. À vous de nous dire, franchement, à vous de nous dire si vous vous sentez respecté ou non. Et encore une fois, FDP, ça peut vouloir dire ce que vous voulez, que ça... Comme vous voulez. Hein, on attend vos réponses. Donc là, en tout cas, premier épisode, qui était un épisode d'intro. Plus les épisodes vont avancer, plus ce sera précis. Peut-être qu'on mettra même des... Alors quand je dis des cas pratiques, forcément, il faut que ce soit quand même discuté en amont. Le but, c'est que ce soit de plus en plus détaillé pour vous. Histoire que vous ayez une première plateforme de formation gratuite en ligne pour vous. Et voilà. Ciao les FDP. Et à tout à l'heure. Ciao.